Me, me quedó un punto aquí, un salvará. Perché non la Oui, bonjour à tous. Voilà, je le partage sur le RIBOM ou pas du tout. Une fois que là, ça y est, c'est parti sur le CHU. CHU, c'est fait. Est-ce que je le partage sur le RIBOM ou Corsica Libre? RIBOM ou Corsica Libre? Ouais, bien sûr. Gabriel, voilà. Donc, il représente ici le président de l'université qui n'a pas pu venir, donc elle est là pour parler de tout le problème universitaire et médicaux évidemment, parce qu'on connaît ses compétences et son activité importante au niveau de l'endocrinologie en France. Le professeur Papazian, chef de service de réanimation à l'hôpital Nord à Marseille. Le professeur Guy Moulin, qui est chef de service de radiologie interventionnelle à la Timor. Voilà, donc nous allons engager, je vais vous présenter un peu le projet, que je pense que tout le monde connaît à peu près. Il y a un consensus qui s'est fait depuis plusieurs mois sur le projet de revendication de CHU de Corse. Voilà, quelles sont les motivations de la création de ce collectif? C'est vrai que c'est des années qu'on parle des nécessités de centres hospitaliers universitaires en Corse. Dans les années, début des années 2000, 2010, Corsica Ventoun avait publié un projet de santé pour la Corse, qui était Corsica Libre, vous avez ça, Corsica Nature aussi l'avait fait, hein, et qui était un projet qui demandait déjà la création d'une assistance publique des hôpitaux et la création à terme d'un CHU multisite en Corse. Voilà. Donc c'est une revendication ancienne, peut-être même qu'avant, certains l'avaient aussi, mais ce n'était pas formé, il y avait eu vraiment de revendications politiques précises. Là, ce qui a déclenché un peu l'histoire, c'est la crise sanitaire, qui a révélé les faiblesses de notre système de santé en Corse. Je reste quand même très prudent là-dessus, parce qu'il faut pas mal interpréter les choses. Nous avons en Corse des gens compétents dans les hôpitaux, dans les structures privées, en ville, en profession libérale. On a beaucoup de gens qui ont des compétences, qui ont du dévouement, qui peuvent porter même un certain nombre de formations par leur expérience et leur connaissance. Mais on n'est pas dans le système universitaire, on n'est pas dans le système non plus de centre hospitalier régional, dont on devrait l'avoir depuis des décennies. Vous savez qu'en France, dans les années 40, après la guerre, je pense que c'est la fin des années 40, ils ont transformé le système hospitalier qui était les hospices, que tout le monde connaissait, on a entendu parler des hospices qui étaient, d'ailleurs des hôpitaux portent souvent des noms comme l'Hôtel Dieu, la Miséricorde, la Conception, etc. Mais c'est toujours les religieux qui tenaient ces hospices. L'État à l'époque, les gouvernements à l'époque ont modifié ce système en créant des centres hospitaliers régionaux qui devaient apporter toute l'offre de soins nécessaires à la population locale, c'est-à-dire des services de médecine, de gériatrie, de spécialités, chirurgie, etc. Dans ces centres hospitaliers régionaux, dans tous les chefs de département, sauf en Corse. Il y a une responsabilité d'État, il y a peut-être aussi une responsabilité des Corses. C'est possible hein, que un certain nombre de confrères en diaspora n'aient pas voulu voir s'implanter en Corse ce système-là. Je ne sais pas. Hein, on ne va pas accuser toujours l'État des mots, mais la responsabilité, elle est quand même régalienne. C'est l'État qui doit apporter aux populations hein, l'offre de soins qu'elles méritent. Ces hôpitaux, une fois qu'ils ont eu leur structure développée pendant des années, quand il y avait une université à côté de sur ce territoire, ils passaient une convention à l'université
convention pour la recherche et la formation médicale et d'autres professions, pas forcément médicales, mais kinés, etc., pour faire le centre hospitalier régional universitaire, contraction CH. Voilà donc le reste. Nous avions ni CHR, ni université. Il a fallu se battre pour avoir l'université. On le sait, hein, c'est un combat dans lequel des gens qui aujourd'hui souvent s'en glorifient n'ont pas participé, souvent été opposés, hein, en voyant là, un côté négatif que la Corse n'est pas susceptible. Les professeurs d'université, les professeurs hospitaliers universitaires qui sont venus s'installer là, et lancer des unités de formation pour les étudiants, augmenter le nombre d'études médicales progressives. En 2011, le décret a été acté définitivement de fusionner sur le plan juridique l'entité administrative du centre hospitalier régional de la Réunion. Et c'était 2 mois après, en janvier 2012, a été créé par convention de l'université le CHU de la Réunion. 5 ans. Donc, nous, on a un retard, il faut combler. Moi, je pense qu'on va mettre de délai. Dire on va faire un CHU dans 5 ans, dans 10 ans. Non, il faut imposer, par notre action politique, hein, il faut imposer à l'État d'appliquer la règle, je dirais, constitutionnelle qui doit apporter à la Corse une égalité d'accès aux soins, comme dans toutes les régions de France. Ça, c'est déjà un élément. Moi, je suis indépendantiste. Ce que je souhaite, c'est qu'on ait vraiment la fin de la dépendance sanitaire. Qu'on arrête de considérer le départ systématique des 30 000 bientôt personnes qui partent chaque année se faire soigner sur le continent, ont consulté simplement sur le continent pour des problèmes de diabétologie, de rhumatologie, d'ophtalmologie. Nous avons les gens compétents ici et nous pouvons monter les services nécessaires pour développer des structures hospitalières. Bon, donc, moi, je pense qu'il faut que ce soit l'État, hein, qui doit prendre ces décisions. On ne peut pas demander simplement à l'ARS, dans un couloir, ou dans quelques réunions, ou quelques petits arrangements par commission de créer telle ou telle consultation avancée, etc. On va avancer les choses. L'enveloppe, elle est la même, elle est prévue. L'État a une politique de santé pour la Corse. Il donne une enveloppe à l'ARS applique ça. Mais il n'y a pas de vision à distance, hein, l'ARS. Désolé. Hein. Moi, je respecte les gens qui travaillent à l'ARS et les fonctionnaires qui travaillent là, ils font leur travail. Mais le PRS2, par exemple, qu'ils avaient fait, contre lequel nous avons voté, nous d'ailleurs, hein, parce qu'ils avaient ciblé un certain nombre de choses très précises. Le PET scan, un tas de choses, hein, l'oncologie, les instituts de diabétologie, mais rien n'a été prévu en financement. Ce n'était pas budgété. Ce n'était pas budgété. Donc comment on peut prévoir un budget prévisionnel en disant nous allons faire telle et telle chose qui va coûter tant et tant de dizaines de millions, de centaines de millions d'euros, et ne pas préparer un budget justement prévisionnel pour faire ces choses-là. Et ça se fait. D'ailleurs, le plan régional de santé, le premier qui avait été fait, ils n'ont utilisé même pas du tout la totalité des financements qui étaient prévus. Donc il y a une anomalie.
il faut lever cette anomalie. Nous avons toujours demandé le transfert des compétences. Toujours. L'Assemblée de Corse a demandé le transfert des compétences pour qu'on puisse gérer nous-mêmes la santé et dire un peu ce dont on a besoin et ce qu'il nous faut. Les financements, c'est normal que ce soit l'État qui finance, après tout. Hein. On n'a pas demandé de se faire financer par la Chine. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de rentrer dans ces comportements-là. Bon, le CHU, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est cette entité juridique fondamentale qu'il faut faire, qui va être multisite. Ce sont des assistants des hôpitaux, on peut l'appeler comme on veut. Hein, mais à Paris, vous avez l'assistance des hôpitaux, il y a 38 hôpitaux qui dépendent de l'assistance des hôpitaux de Paris. À Marseille, l'assistance des hôpitaux de Marseille, il y a la Timone, il y a la Conception, il y a l'hôpital Nord, il y a un tas de structures qui existent. Hein. Donc nous, le CHU, c'est une structure multisite qui va impliquer Ajaccio, Bastia, développer les structures par convention et partenariat privé qui veulent s'impliquer dedans et améliorer leurs conditions d'offre de soins aux patients. Hein. Donc tout ça, ça peut se construire, mais c'est une volonté politique de l'État qu'il faut absolument imposer. Et moi, j'en appelle presque aux organisations médicales mondiales de santé en disant, attendez, est-ce qu'on est une sous-région qui doit rester sous-développée, sous-équipée, hein? On considère toujours que le principe, le problème démographique de 350 000 habitants est un argument qui est vite démonté, hein, disant qu'on n'a pas suffisamment de population pour faire un CHU en Corse. C'est invraisemblable. À la Martinique, il y a près de 400 000 habitants, ils ont un CHU. Hein. À 30 minutes de la Martinique, en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, vous avez à peu près le même nombre d'habitants qu'en Corse, ou un peu plus. Et il y a un CHU. En Guyane, il n'y a pas de CHU en Guyane. Mais en Guyane, qu'est-ce qui se passe? Avec la crise sanitaire qu'il y a eu, qui a été catastrophique, qui a été encore plus grave que on nous le dit, parce que avec les mouvements de population, des clandestins qui passent du Suriname et du Brésil, on a trouvé des centaines de morts dans les rivières, sur les pirogues, sur les chemins, dans les rousses, etc. Parce qu'il n'y avait rien pour les accueillir. Et donc ils se sont aperçus en plus qu'il manquait d'oxygène. Ils ont utilisé l'oxygène de Kourou pour aller sur les hôpitaux, aider les gens à sortir des difficultés. Et je pense que les spécialistes en parleront mieux que moi. Hein. Mais le problème qu'est-ce qu'ils ont fait? Au mois de septembre l'année dernière, l'État a demandé aux inspections générales de convoquer les différents services compétents pour mettre à l'étude la faisabilité d'un CHU en Guyane, qui impliquait donc l'hôpital de Kourou, Cayenne, le Moroni, et je crois 15 ou 17 centres de prévention qui existent dans la brousse éparpillés. C'est un CHU multisite, un petit peu à l'image de ce pays qui est un peu complexe, beaucoup plus que l'autre. Mais là, il y a, par rapport à la Corse, il y a moins de population et il y a des difficultés géographiques qui sont encore pires que l'autre niveau de la mobilité. Ils vont le faire. Et au mois de mars, le gouvernement a demandé que les inspections générales mettent en place la création du CHU de Guyane à l'horizon 2025. D'accord? Donc quand on veut, on peut. Et moi je pense qu'aujourd'hui, ces obstacles qu'on a ici, qui sont des obstacles de l'État, et qui sont aussi des obstacles liés à notre nature même, je pense qu'il faut passer tout le problème des ambitions des uns ou des autres, que ce soit ici ou sur le continent, qu'il faut passer, éviter de penser qu'on va venir vous prendre votre précaré, il faut faire attention à ça. Non, je pense qu'il faut voir l'avenir, que la Corse, si on continue comme ça, dans 50 ans, ça va être une catastrophe sur le plan sanitaire, et la catastrophe sur le plan sanitaire va impliquer la catastrophe sur le plan économique. Parce que la santé, on s'est aperçu avec cette crise, c'était une valeur en soi. Hein, que pour la sécurité, pour le développement d'une région, vous avez des entreprises, et même dans le tourisme aussi c'est important, quand vous n'avez pas la garantie d'apporter à la population ou à leurs cadres, hein, qui vont venir, la possibilité de se soigner dans de bonnes conditions, ils ne viennent pas. Hein. Et le tourisme en Corse, si on continue comme on fait comme ça, et si on n'a pas les structures hospitalières et de soins qu'il faut, de dépistage et de soins, eh bien, les gens vont venir de moins en moins. Hein, ils vont venir de les périodes courtes, avec le risque hein, de se faire évacuer par un sanitaire. Ça se passe quand vous avez passé une nuit dans le désert, si vous cassez la jambe, vous vous débrouillez. Hein. Mais là, on n'est pas quand même
appeler un marabout pour se soigner. Hein. Donc je pense que maintenant, il faut vraiment que nous, le collectif, on va continuer notre action. On va essayer de ça bouger. Hein. Le collectif a fait bouger les lignes. Hein. Aussi bien que il y a eu des réunions qui sont faites au niveau de l'Assemblée de Corse, la commission de santé à laquelle je participe a lancé un certain nombre de travaux et des conclusions qu'on a vues, mais on reste toujours dans le flou parce qu'on veut toujours discuter localement avec l'ARS. Non, c'est avec l'État. Il ne faut pas discuter, il faut bien poser, de donner à la Corse les moyens nécessaires pour que la population puisse se soigner. Combien de temps on va attendre encore? On entend envoyer nos patients, nos parents, nos enfants se faire soigner à Marseille, Nice ou Paris. 26 000 personnes qui partent actuellement. En 10 ans, c'est presque la population de la Corse qui s'en va. Hein, d'accord? C'est pas soigner ailleurs. Moi, je dis que ça doit cesser, ça. C'est une anomalie à notre époque. Hein, une anomalie. Et il y a un changement de comportement d'ailleurs de nos compatriotes qui sont dans les hôpitaux. On le voit ici. Hein. Il y a une solidarité parce qu'ils savent très bien que ces 350 000 habitants, ils deviennent des fois, pendant 4 ou 5 mois, 800 000 habitants. Hein. Il faut apporter des structures nécessaires. Ça, c'est pour les soins. Et après, il y a tout le problème universitaire qu'on parle de la romance, qui a déjà commencé à avancer sur le travail, à anticiper. Hein. Mais là, il faut que la formation, il faut que la recherche se développe pour que l'université, parallèlement à l'installation des structures hospitalières et des services hospitaliers, soit prête à former les étudiants et à développer de manière à tirer vers le haut la formation. On doit viser vers l'excellence. L'excellence doit se faire ici. On ne doit pas toujours attendre de partir pour trouver ailleurs ce qu'on peut faire chez nous. Voilà. Je vous remercie. Donc, on va laisser, je vais laisser la parole à mes collègues. Laurence, tu veux parler sur le plan de l'université? Oui. Ok, alors, moi, ça fait 10 ans que je suis médecin libéral. Je suis aussi responsable d'une structure, un d'appui pour les personnes diabétiques et obèses, où on déploie ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. C'est censé aider les patients à vivre mieux avec leur maladie chronique. Vivre mieux avec le diabète, c'est une maladie facile, l'obésité aussi. Il n'y a pas de centre de référence obésité en Corse non plus. C'est encore un autre point de rupture, je dirais, de nos parcours de santé. Et il y en a beaucoup de gens sur le obèses en Corse, donc on obtient un nouveau corps avec le France sur ces deux pathologies. Il y a plus de 10 ans, donc, l'université m'a demandé d'intervenir parce que ici, pour la formation, aussi, on manque cruellement d'enseignants. D'enseignants, alors peut-être avec les compétences qu'il faut pour enseigner à l'université, c'est-à-dire les compétences, parce que ça ne s'invente pas, parce qu'il y a un pédagogue, il faut apprendre, il faut se former, il faut prendre sur son temps, avoir envie, donc il faut partir, là aussi, on se forme, il faut être motivé, il faut avoir envie de continuer. L'autre jour, le président Federici me disait que, par exemple, aujourd'hui on parle de la santé, mais prenons même l'exemple du droit, ils ont des soucis pour recruter des enseignants du terrain qui viennent, donc qui veulent quitter leur cabinet d'avocat ou leur office notarial, pour venir enseigner donc, leurs compétences d'homme de terrain dans les filières de droit. Et en santé, on n'échappe pas, c'est exactement la même chose. Comme on a une démographie plus que défaillante au niveau donc, des médecins, parce qu'il faut des médecins, enseignants aussi. De plus en plus maintenant, comme l'a dit Fanfan, les professions de santé, on essaye d'avoir une vision holistique des professions de santé, c'est-à-dire que ça ne peut être que les médecins, que la formation des médecins, il y a la formation des infirmières, mais il y a aussi les autres, les kinés, les ergos, les sages-femmes, etc. Et si vous voulez, maintenant, on s'est rendu compte que comme c'était des équipes qui allaient travailler ensemble, il fallait que ces gens-là soient formés ensemble. Et là aussi, il y a encore une autre difficulté, un autre enjeu, donc l'université, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir proposer des formations à des gens qui sont appelés à travailler ensemble, mais leur apprendre à travailler ensemble dès le début, peut-être dès la première année, peut-être la deuxième année. Apprendre par exemple à faire des formations communes avec des UE, donc des unités d'enseignement communes. Voilà, ça c'est un grand enjeu. Alors, difficulté de recruter des gens, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas quitter leur confort, je dirais, ou leur famille libérale, et puis Corté, c'est moi. Venir enseigner à Corté, ça veut dire lâcher son cabinet, ou lâcher le bloc opératoire où on exerce, et venir donc dispenser des heures à des étudiants. Voilà, pendant leur parcours. Donc là, on a une grosse difficulté au niveau de
en santé. Il y a quelques années, il y a Joseph Palavas-Santou qui a porté le projet de faire la première année de médecine ici à Portée, et ça a été un succès. C'était formidable. Tous les médecins de la salle, là, puisqu'ils ont mon âge, peut-être même des fois un peu plus, on est parti. On est parti, alors c'est difficile de quitter la maison, à 17 ou 18 ans, on part à Marseille, Paris, c'est un choc culturel. C'est des grosses difficultés avec un taux d'échec non négligeable d'ailleurs, parce que non seulement ces premières années sont difficiles, il y a un concours, il y a toujours le concours, on l'a appelé différemment, si vous voulez, je pourrais répondre à des questions, parce que je crois qu'il y a eu des difficultés cette année, je crois que la presse en a parlé, sur la publication des résultats donc, du concours de première année de médecine. Ça ne s'appelle plus concours, mais malheureusement, c'en est toujours un, et je vous expliquerai peut-être pourquoi. Donc il y a 12 ou 13 ans, donc la première année de médecine a vu le jour à Portée, ça n'a pas été facile, c'est pas évident. Et il y a eu heureusement donc, des partenaires historiques qui ont cru, en premier l'Université de Marseille, l'Université de Nice, Paris, et puis plus récemment l'Université de Montpellier, qui fournit des professeurs, et qui ensuite, parce que c'est ça que l'on dit souvent, qui va accepter aussi de former, en plus de leur effectif contraint à eux, les étudiants qui viennent de Corse, parce qu'on n'a pas de terrain de stage pour la deuxième, la troisième et les autres années ici, en Corse. C'est-à-dire qu'on est obligé en Corse, si vous voulez, bon alors maintenant bien sûr on a la première année, alors on ne part plus, on n'est plus, je dirais, à la fois déraciné et bousculé par cette première année de médecine qui est difficile, donc on peut la faire ici. On peut la faire ici, je crois qu'elle est maintenant bien structurée. Moi, j'interviens dans la filière 10, si vous voulez, de première année de médecine. Si vous voulez, je pourrais vous répondre à vos questions légitimes concernant cette organisation-là. Dans les projets de l'université, et c'est pour ça que le projet hospitalier intéresse beaucoup l'université, parce qu'il s'agit maintenant de faire la jonction. Parce que les études de médecine, de pharma, de kiné, etc., alors en forcerie infirmiers, mais infirmiers, ils font tout ici, les infirmiers. Les infirmiers, c'est de la chance. Ça requiert, c'est une formation en alternance, les études de médecine. C'est-à-dire que le matin, vous êtes à l'hôpital et l'après-midi, vous êtes à la fac. Autrement dit, comment on pourrait ici avoir l'ambition de former les deuxième et troisième années? Ça, c'est un souhait du président Federici. Federici veut la deuxième et la troisième année à l'horizon 2023. Donc c'est ambitieux. Il va avoir besoin d'enseignants. Alors il y a bien sûr les universités partenaires qui vont jouer encore le jeu, qui vont fournir des professeurs, et puis il va y avoir aussi nécessité de professeurs encadrants. Alors enseignants, mais aussi encadrants. Parce que la formation en alternance, vous ne pouvez pas, par définition, vous passer de terrain de stage. Et les terrains de stage, soit on fait encore appel à nos amis marseillais, niçois, parisiens, montpelliérains, ou autres, qui voudra bien conventionner avec nous, ou alors il va falloir trouver des terrains de stage ici. Mais trouver des terrains de stage ici, on ne prend pas un étudiant en médecine si on veut qu'il soit bien formé. On ne le prend pas et on ne le jette pas, si vous voulez, dans l'arène de l'hôpital. Déjà, les cadres infirmiers, elles ont déjà fort à faire pour former les leurs, c'est-à-dire les élèves infirmiers. Donc, il faut aussi des médecins qui expliquent, comme on dit, au lit du malade, la réalité de la clinique. C'est-à-dire, voilà, je te montre un patient, tu vois, qu'est-ce que tu en penses, examine-le, ben voilà, il a de la fièvre, il a des ganglions dans le cou, ou il a une angine purulente. Mais l'angine purulente que vous voyez dans les livres, ça c'est les professeurs à l'université qui vous l'apprennent. Mais une angine purulente, si vous voulez savoir la dépister à tous les coups, il faut en avoir vu au moins une. Donc il y a absolument nécessité d'avoir donc des gens dans une structure hospitalière qui sont formés, qui ont du temps et qui ont envie d'encadrer ces étudiants. Et ça s'appelle un CHU. Parce que CHU, il y a hospitalier, c'est le H, mais le U, il y a l'université, parce que c'est des organismes de soins, les CHU, et des organismes de formation. Je vais peut-être m'arrêter là pour le premier projet de l'université. Il y en a d'autres, et si j'ai encore un peu de temps après, je vous présenterai après l'activité recherche éventuellement. Mais déjà la formation, je crois que déjà c'est très important de comprendre que les études de médecine, sage-femme, pharma, etc., si on n'a pas une structure hospitalière capable d'accueillir les étudiants, ça ne se fera pas. Voilà, on continuera ce continuera. Merci. Bon, oui, moi je voudrais compléter un petit peu par rapport à ce qu'on pourrait obtenir de formation
dans les hôpitaux. Il est certain qu'il faut faire venir chez nous des professeurs, des chefs de service. Peut-être, on en a discuté un petit peu, d'envisager, de proposer. Vous savez, actuellement, la Corse, beaucoup de professions médicales ou paramédicales, on considère que ce sont des zones désertifiées, où on voit des désertifications. Et il y a, pour certains, des avantages fiscaux à venir s'installer. Alors, en milieu rural, vous avez un médecin qui a des fois roulé sa bosse à droite à gauche, qui a déjà 55, 60 ans, et qui dit, tiens, je vais m'installer dans le Niolo pendant 3 ou 4 ans, je ne paye pas d'impôts. Bon. Le type, il va, en 4 ou 5 ans, il va faire plus de bénéfices qu'il en aura fait pendant 40. Donc, il va s'y installer, il va rester quelques années. Ça se passe chez moi, en face de chez moi, à 50 mètres de chez moi, j'ai des médecins qui sont venus s'installer là, et qui, évidemment, multiplient les actes, et travaillent tant qu'ils peuvent pour amasser de l'argent. Voilà. Donc, ils travaillent bien, je ne mets pas leurs compétences en jeu. Mais la volonté, elle n'est pas de s'installer là pour 45 ans ou 50 ans comme on le fait nous. Hein. Donc, ce sont des gens qui ont une visée un peu de mercenaires dans la médecine. Hein. C'est comme ça. Bon. Et moi, je pense que si par contre on fait venir encore, justement sur cet aspect pécunier, bien que ce ne soit pas la priorité de ces professeurs, de ces chefs de service, mais si vous leur dites, monsieur, vous êtes dans un service de trucs dans le 9-3 ou dans certains quartiers difficiles, dans des villes qui ne sont pas toujours agréables, venez à Bastia pendant 3 ans ou 4 ans. On vous donne des avantages fiscaux, résidentiels, pendant 3 ans, 4 ans. On une vie à la Marane pendant 3 ans, 4 ans. Ou à Portiche. Ils ne vont pas être pires que dans le 3. Hein. Bon, d'accord. Et si ils viennent pendant 3 ou 4 ans, ils vont apporter leurs compétences au niveau des soins du service, l'organisation du service, améliorer peut-être cette offre de soins, et ils vont aussi transmettre la connaissance. Transmettre la connaissance. Et donc là, on peut justement apporter cette formation complémentaire aux étudiants de première, deuxième, troisième année. Et c'est comme ça qu'on peut faire, en faisant venir des gens, ou des gens qui font l'effort, peut-être, de rentrer en Corse, comme certains de nous l'ont fait, par, je dirais, militantisme, hein, ou réactiviste, ou la volonté de rentrer chez nous, comme nous l'avons fait nous à l'époque. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, moi je vais faire ma carrière en Corse. En plus, vous aurez l'avantage, et je pense que mes confrères ici en parleront, s'il y a un CHU qui se met en place, d'avoir des gens qui vont faire leur clinica en Corse. Vous savez, avant de passer des chefs de service, il faut passer par les cliniques. Ce sont des spécialisations qui durent 2 ou 3 ans, où vous avez des médecins qui vont venir, peut-être d'Italie ou du continent, qui vont venir, et des Corses qui vont rester là, et qui vont faire leur clinica en Corse, et qui vont peut-être rester en Corse. Et ça va monter le niveau de manière considérable. Hein. Il faut tenir compte de ça. Voilà. Donc, j'ai oublié une chose par rapport à la participation. Aujourd'hui, vous devez venir le docteur Philippe Most, qui fait partie des inspections générales, qui fait partie du conseil scientifique restreint et qui adhère totalité au projet du CHU de Corse. Il a constitué sur le continent un certain nombre, il a rencontré un certain nombre de personnalités politiques et de l'Académie de médecine, des inspections générales, comme le professeur Hartmann, ou un certain nombre de personnes qui sont connues dans le milieu médical. Je crois qu'André Malaise les connaît, hein, donc ce sont des gens qui sont très investis au niveau des CHU et qui sont tout à fait favorables à l'installation d'un CHU en Corse, au développement d'un CHU en Corse. Donc, il nous apporte un soutien. J'ai pas il m'a envoyé ça sur un système que je n'ai pas pu enregistrer, mais bon, je sais que j'ai eu au téléphone, il nous apporte un soutien total à notre démarche. Laurent, pas patient. Merci Fanfan. Peut-être, je rebondirai sur ce que vient de dire Fanfan, c'est-à-dire sur l'attractivité. On voit ça, le CHU, comme un moyen d'attirer des médecins, d'abord des jeunes Corses qui seraient partis de Corté, qui auraient fait ensuite leur internat, pour l'instant en tout cas, ailleurs, et qui, sur un projet professionnel bien précis, pourraient revenir et développer leur spécialité là où il y a quelques années, je peux vous parler de mon expérience, quand
on souhaitait rentrer avec un projet professionnel dans une discipline hospitalière comme la mienne, la réanimation, eh bien c'était compliqué, voire impossible, voire on rencontrait surtout beaucoup d'opposition, en particulier quand on voulait faire évoluer les choses. Donc c'était un petit peu compliqué tout ça. Et ce qui est important, c'est sans doute d'avoir l'idée que ça peut commencer, ça a été dit, ça peut commencer extrêmement vite, et en particulier en identifiant, c'est pour ça que c'est un travail collectif. Il faut identifier vraisemblablement les filières par lesquelles commencer, c'est-à-dire celles où on manque cruellement de médecins, même s'il y en a énormément, celles où il y a une dépendance parce que les patients sont obligés de partir régulièrement sur le continent pour se faire soigner. On pourrait en citer quelques-unes. Et dans le même temps, rassurer en particulier nos collègues, et nos confrères et nos consoeurs qui exercent dans des spécialités où là, le besoin n'est pas tellement important, parce qu'on a des médecins qui sont suffisamment en nombre, parce qu'on peut aussi parler des modalités d'exercice qui ont évolué, l'emploi du temps de Fanfan, c'est certainement pas l'emploi du temps professionnel que maintenant les jeunes souhaitent avoir. Ça aussi, ça a évolué. Donc la masse critique, là où une spécialité repose encore sur une personne, c'est fini. Maintenant, il faut qu'il soit plusieurs. Ça n'a même rien à voir avec... on dit souvent, c'est parce qu'il y a la féminisation. Il y a 60% d'étudiantes. Ça n'a rien à voir avec ça. Même les garçons, hein, ils ne veulent pas travailler dans les mêmes conditions que ceux qu'on a travaillé. Donc tout ça, ça demande d'avoir une certaine masse critique. Et donc le CHU, donc les services universitaires, ça permet, comme l'a dit Fanfan, avec d'abord ça va commencer avec une personne, donc un leader, un PUPH, et puis après, effectivement, on peut avoir des postes de chef de clinique, hein, donc attirer là aussi des jeunes qui potentiellement peuvent être titularisés sur des postes hospitaliers, les mêmes que ceux qui actuellement dans nos hôpitaux, et qui deviennent praticiens hospitaliers, et qui restent, et ça forme cette masse critique. Et puis après, quand on a réussi à le faire dans une spécialité, on passe à une autre, et ainsi de suite. Et il faut, parce que je crois qu'il y a aussi un fantasme qui est que d'un seul coup, tout ce qui est en place serait balayé. C'est absolument pas ça. D'abord, c'est impossible techniquement, c'est pas du tout le souhait. D'ailleurs, il y a certains médecins qui ont en plus une activité de formation et de recherche, et donc un dossier universitaire assez conséquent et qui exercent actuellement dans nos hôpitaux et qui pourraient, par exemple, avoir ce qu'on appelle des postes de professeurs associés, donc qui pourraient eux aussi rentrer dans une filière universitaire et donc offrir des stages dont parlait Laurence à l'instant, et donc la possibilité de rester. Et plus on aura de ces postes et plus on aura de ces services, et moins on sera obligé de faire partir les étudiants. Le jour au jour, on ne les fera plus partir du tout, sauf peut-être pour des choix d'internes, parce que peut-être que s'il n'y a que 2 services, une spécialité donnée encore, c'est un tertiaire et un sociaux, peut-être qu'il faudra partir pour se perfectionner, mais comme font les internes d'autres CHU qui changent de ville pour acquérir une formation complémentaire et voir autre chose et pouvoir amener ce qu'ils savent là où ils exercent par la suite. Donc tout ça, vous voyez, ce sont des effets pratiques. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose d'irréalisable, que la barre est placée trop haut. C'est quelque chose qui est progressif, mais maintenant, là, il faut commencer. Et puis, c'est aussi un des outils qui peuvent permettre de compenser le manque de médecins ou de professionnels soignants. Il n'y a pas que des médecins, c'est un des outils, et il y en a sans doute d'autres, on pourra en parler, mais c'est quelque chose de capital, en particulier en lien avec l'université. Voilà ce que je pour la part. Je veux ajouter un petit truc par rapport au lien entre la recherche médicale, l'exploration, les moyens d'exploration médicale et la formation. On pense au PET scan. Ça fait plusieurs années qu'on parle déjà. Il y a 5 ou 6 ans ou 4 ans, il y avait eu une réunion avec le directeur de l'ARS de l'époque où il parlait du PET scan comme quelque chose qui allait se faire dans les mois qui suivaient. Hein. Il était chiffré, et on avait à l'époque, on a encore rediscuté il y a quelques mois avec la commission médicale et à l'ARS, avec le de l'ARS, la possibilité de créer un PET scan encore, c'est-à-dire un moyen d'exploration spécifique pour la recherche du cancer qui est fondamental. Hein, on est obligé de partir sur le continent, faire un examen, vous envoyez un malade qui a une pathologie cancéreuse avec des métastases, qui souffre, qui est fatigué, etc. Des fois, il part de son village, il se lève à 4 h du matin, il prend l'ambulance, il va prendre l'avion à 7 h du matin, il arrive à Marseille, ou à Nice,
il fait son PET scan à 1h de l'après-midi, il rentre le soir, il reprend l'avion, il arrive chez lui à 4h du matin. Je veux dire, c'est pas une vie, quoi. Il n'y a pas de prix là-dessus. La nécessité de créer une structure de ce type d'exploration en Corse, elle est légitime. Elle se justifie par le nombre de cas, parce qu'ils ont fait le calcul. Si on prend le nombre de cas de nécessité de faire cet examen spécifique en Corse, en retirant la charge du déplacement qui est fait, ambulance, avion, accompagnant, etc., on est largement dans les chiffres suffisants pour l'installer. Il est rentable, il n'y a pas de problème. La seule difficulté, c'est de savoir comment le faire, parce que si vous le mettez à Bastia, les Ajacciens vont aller à Nice. Si vous le faites à Nice, si vous le faites à Ajaccio, c'est l'inverse. Donc il faut 2 caméras de PET scan. C'est indispensable. Il en faut une à Bastia et une à Ajaccio. Comme il faudra, dans le CHU, plusieurs structures hospitalières avec des services, des fois un doublon, des fois non, mais il faudra certainement multiplier, dû à l'architecture, à la géographie de la Corse, le fait de se déplacer, il va falloir adapter les choses. Mais le PET scan, donc une caméra d'exploration à Bastia et une à Ajaccio. Et il y a le problème de produits pour faire des examens. C'est ce qu'on appelle les radioisotopes. Ce sont des produits instables qui nécessitent des transports rapides et qui perdent leur efficacité relativement rapidement dans le temps. Donc, on ne peut pas installer un PET scan à Ajaccio et une caméra à Bastia avec le système de fabrication de ce radioisotope à Ajaccio, parce que le déplacement sur Bastia pénaliserait la qualité des examens. Donc, nous, on avait envisagé, et ça a été accepté, et ça a fait d'ailleurs un consensus au niveau de la Commission de santé et de l'ARS, de créer la structure de ce qu'on appelle le cyclotron, qui est une structure pour fabriquer le radioisotope à Corté. Voilà. Il faut voir les conditions, évidemment, la réglementation, l'accord, évidemment, des structures administratives de la ville. Et tout. Mais Corté, pourquoi? D'abord parce que c'est équidistant sur le plan technique des 2 villes pour transporter les radioisotopes. Et deuxièmement, parce qu'on peut créer à Corté une unité de recherche de médecine nucléaire qui est importante pour l'université. Et ça va encore tirer vers le haut l'université avec des éléments de recherche qui ne sont pas seulement médicaux. Il y a la biochimie, il y a la physique nucléaire, il y a un tas de choses qui font que dans Corté, on va pouvoir développer avec aucun risque environnemental. Hein, ce n'est pas une bombe atomique. Bon, ni une usine, ni une centrale atomique. Hein, c'est simplement la fabrication d'un produit qui va être utilisé. Donc ça, c'est un élément important. Là, on rentre dans le cadre justement du développement et de l'excellence au niveau de l'exploration, de la qualité des soins apportés aux patients, de l'exploration, de l'amélioration pour eux des conditions d'exploration qui sont beaucoup moins fatigantes. Parce que bon, vous comprenez que de venir faire son PET scan à Ajaccio quand vous êtes à Pontryagin, c'est plus facile que de prendre l'avion pour aller à Marseille. Hein, donc, tout ça, ce sont des choses qu'il faut mettre sur la table et qu'il va falloir envisager. C'est fondamental à la fois pour la médecine, pour le paramédical, pour toute la recherche scientifique et pour l'université. Professeur Guy Moulin. Merci. D'abord, merci beaucoup d'avoir organisé cette réunion, d'avoir l'assistance inouïe. Je pense que c'était l'intérêt de la question. Moi, je pense que quand même, dans la constitution d'un CHU, il y a plusieurs éléments. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a un CHU, c'est un hôpital ou un ensemble d'hôpital qui a passé une convention avec l'université dans laquelle il existe une école de médecine. Ça, c'est le texte des ordonnances de 58. Donc ça veut dire que la structuration du CHU en Corse, dont on va revenir sur la légitimité d'avoir une structure hospitalière universitaire en Corse, je crois que tout le monde en est convaincu, et le collectif qui est ici présent est très moteur, et c'est un élément extrêmement important. Mais moi je pense que la constitution d'un CHU
encore sourire, la constitution de CHU, c'est un ensemble. Il faut que les deux avancent de façon parallèle. C'est-à-dire qu'il faut que l'université structure sa formation, comme ça a été dit tout à l'heure. Il faut qu'elle structure ses unités de recherche, qui se structurent progressivement, ça ne se fait pas encore que depuis les rapports, hein, ça c'est des imprécations, mais il faut que ça soit structuré. Ça, c'est fondamental dans la création de CHU. Et après, il y a l'aspect soins. On a beaucoup parlé des soins et de la nécessité d'avoir des soins mieux organisés, sans doute, et de haut niveau, ça c'est sûr. Un CHU, c'est censé être un lieu dans lequel se développent des activités de référence et de recours. Alors le recours, il y en a déjà beaucoup dans les centres hospitaliers, c'est le recours de proximité, il y a le recours en général, il y a des conventions qui sont passées avec les autres CHU, mais les activités dites de référence auxquelles on fait allusion, on parlait du diabète, des maladies chroniques, mais il n'y a pas que ça, il y a énormément d'activités de référence. Il y en a beaucoup qui n'existent pas du tout. Donc c'est une structuration qui doit se faire de façon parallèle. Évidemment, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout démolir de ce qui existe, bien au contraire, vous appuyez sur ce qui existe. Ça coûte beaucoup d'argent, donc il faut un modèle économique qui tienne la route, mais il faut aussi que l'État soit convaincu du bien fondé de la démarche. Et ça, c'est extrêmement important. Au-delà du fait que la Corse est la seule région de France métropolitaine et d'outre-mer, toutes les régions, à part la Polynésie, dans laquelle il n'y a pas de structure de ce type, ce qui déjà est en soi une injustice, c'est ressenti comme tel, c'est vrai. Mais au-delà de ça, il faut que l'État soit prêt à investir, et à investir de façon importante, parce qu'un plateau technique, ça coûte très cher, parce que dans le temps, la médecine le savent, les hôpitaux, et les CHU comme les autres, étaient gérés avec des finances qu'on appelait la dotation globale. On avait, je sais pas, l'hôpital de Marseille, il y avait 1 milliard d'euros par an, comme ça. Et puis après, on a inventé la tarification à l'activité, donc c'est devenu un peu différent. Et à partir de là, on s'est rendu compte que les soins, ça coûtait très très cher. Et tous les hôpitaux étaient en déficit, ils sont toujours en déficit, le déficit chronique pour l'ensemble des centres hospitaliers. Et le déficit, il est encore plus important dans les grands centres hospitaliers que dans les petits. C'est-à-dire qu'il est plus important pour les CHU, pour ce qui est de l'aspect hospitalier, que dans les centres hospitaliers. Et il est en rapport avec la masse globale du centre. Donc ça veut dire que tout ça, ça doit être pensé, ça doit être prévu, ça doit être réfléchi. Il faut savoir qu'on va faire quelque chose qui va coûter de l'argent, qui va en rapporter indirectement. À côté de ça, effectivement, ça rapporte beaucoup. Parce que ça rapporte, ça a été évoqué, hein, ça crée, ça structure la recherche, ça structure l'innovation. Et de ce point de vue-là, c'est un investissement sur le moyen et le long terme. Alors, il y a tout comme partout, il y a toujours la dualité du court terme et du moyen et long terme qui s'opposent. Mais il faut qu'on ait une réflexion qui soit une réflexion assez profonde sur le modèle économique de l'ensemble, en sachant qu'un CHU sur plusieurs sites, ça coûte plus cher qu'un CHU qui est sur un seul site, en termes de fonctionnement, etc. Donc il faut qu'il y ait une réflexion globale, et la part de l'université est extrêmement importante, pas seulement pour la formation, mais aussi pour l'aspect recherche, parce qu'il faut qu'il y ait des axes de recherche, soit des axes qui soient coordonnés, en général c'est coordonné dans le plan pluriannuel, qui soient coordonnés avec les axes de recherche hospitaliers. Et à partir de là, ça crée un ensemble qui, effectivement, crée de la recherche et du développement sur le territoire. Et si on fait de la recherche et du développement sur le territoire, on fait des emplois, enfin, c'est un modèle économique. Et ça va beaucoup plus loin même que simplement l'organisation des soins. Donc l'organisation des soins, c'est un élément fondamental, et c'est ce qui nous motive tous, parce qu'on est tous des médecins et des hospitaliers. Mais au-delà de ça, il y a la structuration économique du modèle avec l'université, avec les laboratoires de recherche et avec les conventions qui peuvent être passées. Donc c'est tout ça qu'il faut qu'on réfléchisse, et qu'on organise. Moi, je suis absolument persuadé qu'en Corse, il y a presque, enfin, on ne peut pas dire que tout est en place, ce n'est pas le cas, mais que tout est en place pour devenir ça. Et l'université s'est déjà beaucoup structurée avec la médecine, maintenant avec
de structurer les années suivantes. Il faut arriver à bien organiser tout ça. Bon, mais je pense que le rôle de l'université est un rôle moteur. Merci. Je vais ajouter deux petites choses par rapport à l'étude de valorisation économique des CHU. On parlait de retombées économiques. Les retombées directes des CHU sur l'économie de leur département correspondent à 66% en moyenne de leur budget. Et leur impact économique global pèse environ 2 fois plus que leurs dépenses de fonctionnement. Donc, c'est-à-dire qu'on regarde toujours les déficits. Déficits, il y en a partout. Hein, mais on ne voit pas les retombées économiques qu'il peut y avoir sur la création d'un CHU, un emploi direct et un emploi indirect. C'est qu'il faut investir. Voilà, il faut investir. Et donc, c'est certain que c'est un élément qui va être attractif, hein, on l'a dit tout à l'heure, à la fois pour les investissements, pour les entreprises extérieures. Tout va fonctionner là-dedans. Hein. On repart sur quelque chose d'une économie qui est basée sur à la fois le développement sanitaire, l'exploration complémentaire et le travail intellectuel de l'université, la formation de recherche de haut niveau. Voilà, on a eu en Corse, dans les grands hôpitaux, depuis des décennies, des grands patrons, des grands professeurs. Hein, donc, je veux dire, on a les moyens, on les a chez nous. Hein, donc, il faut aussi les former, les garder chez nous. Hein, je pense un peu. Hein, ça, il faut un centre de formation professionnelle pour les garder chez nous. Pareil. C'est important. Je veux dire, il faut à un moment donné regarder la réalité du problème. Hein. Il ne faut plus raisonner en coloniser en disant qu'on ne peut pas ici avoir une université de haut niveau, on ne peut pas avoir un hôpital de haut niveau, on va toujours envoyer nos gens se faire soigner ailleurs. Voilà mon problème. Après, on a quand même un atout à l'université, c'est l'institut universitaire de santé qui existe, qui va être petit à petit transformé en unité de formation universitaire. Donc voilà, et de recherche, hein, l'UFR. Ça peut se faire, ça, très rapidement. Après, bon, il y a eu des éléments de recherche qui ont été faits. On a vu pour le laboratoire, on faisait des tests pour le Covid l'année dernière. Hein. Oui, volontiers. Alors, je terminerai. Alors, un mot de la formation complémentaire. Là. Alors, on a parlé de la médecine, ça, donc je pense que tout le monde a compris que c'était en ordre de marche, une volonté forte de la présidente. Donc là, je dirais, il n'y a plus de problème. Il y a autre chose de très intéressant qui concerne l'organisation de la santé de demain. Le législateur, actuellement, il veut mettre en place sur les territoires ce qu'on appelle des équipes de soins primaires ou des maisons de santé pluridisciplinaires ou des pôles de santé. Donc tout ça, ça obéit à ce que disait donc, mon collègue tout à l'heure, c'est-à-dire que l'exercice médical isolé, ça ne sera plus la règle. D'ailleurs, Macron l'a dit. Ça ne doit plus être la règle très rapidement. Alors, au-delà des volontés du président Macron actuel, je pense que surtout, c'est un constat social. Les médecins ne s'installent plus seuls. Ils ne veulent plus exercer seuls. Les infirmières, c'est pareil. Les gens, ils ont tendance maintenant à se regrouper. Et selon on va dire, ça ressemble un petit peu à ce qu'on appelait avant les dispensaires, il y a quand même très longtemps. Mais on veut créer des petites unités comme ça, de soins, dans les régions, dans les micro-régions. Donc actuellement, si vous voyez, il y a pas mal de projets donc, dans les tuyaux, mais il y en a beaucoup qui sont à l'arrêt, faute de promoteurs. Faute de promoteurs qui ne se découragent pas facilement, parce que c'est vrai que très souvent, l'ARS, par exemple, peut faire preuve d'une inertie qui est assez inexplicable sur certains projets qui sont pourtant des beaux projets qui tiennent la route. Et puis, quand le projet qui a l'air de tenir la route ne voit pas le jour, par exemple, au bout de 4-5 ans, alors qu'on a formé les gens et qu'ils sont en nombre de marche, eh bien, ces mêmes personnes se découragent et se tournent vers autre chose. Donc, ça fait perdre, je dirais, de la puissance et de la qualité du projet qui était porté. Et ça, c'est dommage. Alors, pour organiser ces futures unités, si vous voulez, on a pensé à deux métiers. Deux métiers qui vont être également promus par l'IUS. Le premier métier, c'est pas, l'IUS, mais en collaboration avec la FST, c'est la Faculté des Sciences et Techniques. Ce premier métier, c'est ce qu'on appelle coordonnateur de parcours. Parce que pour pouvoir accompagner les patients pendant leur projet de soins,
Par exemple, prenons une personne âgée, isolée, qui n'a pas beaucoup de sous, et qui a un cancer, et qui habite loin de Bastia. Les petites unités de relais, par exemple, s'il est dans la plaine, donc il y aura des MSP dans la plaine orientale qui pourront prendre en charge de façon pluridisciplinaire ces patients-là, c'est-à-dire leur organiser leur parcours de soins, les soulager de la prise des rendez-vous, de les accompagner à des rendez-vous, avec, si vous voulez, un volet social intégré, accélérer les procédures d'obtention des APA, etc. Les aides donc pour les personnes âgées dépendantes. Va les mettre en relation avec la Ligue du cancer, avec des parcours de soins aussi, les coordonnateurs de parcours de cancéro, etc. Donc, si vous voulez, il y a une réorganisation complète maintenant des parcours de soins des gens en grande difficulté, partout en Corse. Bon, en Corse et en France, si vous voulez, mais partout en Corse. Pour faire cette coordination, pour être en somme le chef d'orchestre de tout ça, il faut former des gens. Et c'est des gens avec un niveau master. Donc ici, ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'il existe un master, qui est un très bon master, qui forme ces métiers de demain, donc le coordonnateur de parcours, coordonnateur de structure. On propose donc un M2 en alternance, et tous les gens qui ont fait un M2 en alternance, ce master 2, eh bien, ce sont des gens qui ont été recrutés, acquis à l'ERS, acquis à la direction de l'autonomie, à la collectivité, ou dans des clics, par exemple, qui sont des structures d'orientation des personnes âgées. Donc, ces coordonnateurs de parcours, ça aussi, c'est pas un métier, je dirais, qui intéresse directement le CHU, mais c'est un métier qui va permettre aussi d'être en collaboration, par exemple, avec la sortie des gens de l'hôpital, ou peut-être demain de la sortie du CHU. Parce que quand ils sortent, il ne faut pas qu'ils y reviennent trop souvent au CHU, parce que comme on l'a dit, ça coûte cher le fonctionnement d'un CHU, il faut donner sa chance à tout le monde. Et donc, les unités bien formées, bien coordonnées sur les petits territoires, les micro-régions, vont pouvoir être les récupérateurs de ces sorties d'hospitalisation et faire en sorte que le maintien à domicile, par exemple, de ces gens-là soit possible, rendu possible. Et pas leur mettre des difficultés supplémentaires ou retomber dans les mêmes difficultés qu'avant l'hospitalisation. Donc, il s'agit de fluidifier ces parcours et de les continuer de façon pérenne, donc après la sortie du CHU ou du CH. Premier métier. Deuxième métier, on a pensé à faire des infirmiers avec niveau master. Ça va s'appeler les IPA. Donc les IPA, on était engagés, et avec l'université, avec l'AMU, hein, Aix-Marseille Université, le doyen Léonetti qui donne un grand coup de main, le parcours IPA, c'est-à-dire ces infirmiers Bac plus 5, qui seront des infirmiers avec des délégations de tâches médicales. Et même au-delà, ça va être des infirmiers décideurs, des infirmiers qui vont soigner les gens. Alors, ils ne vont pas les soigner comme des médecins, ils vont les soigner sur des tâches dédiées. Moi, par exemple, je peux parler du diabète parce que je prétends connaître un peu ça, depuis le temps que j'en fais. Et par exemple, le diabète, il y a beaucoup de tâches au niveau de l'activité d'un médecin qui, moi, en ce qui me concerne, je le faisais faire par les infirmières quand j'étais interne et que M. Papazian me faisait des misères. Non, c'est pas vrai. Il était excellent, très pédagogue et d'une bienveillance à toute épreuve. Il y a des tâches, je dirais, c'est superflu que ce soit un médecin qui les fasse. Et après, bien sûr, le médecin, il dit, je suis en burn-out, je suis surbooké, je ne prends pas de nouveaux patients. Évidemment, il fait des tâches qui pourraient être du ressort de l'infirmière. Donc, l'université, là, donc c'est dans les tuyaux. Ça aurait dû d'ailleurs démarrer, mais le Covid, c'est vrai, a bouleversé beaucoup de choses. Voilà, c'est quelque chose qui est en train de démarrer. Les IPA, infirmiers de pratique avancée, Bac plus 5, et qui vont être des professions intermédiaires aussi à inclure dans ces unités, ces structures, en ambulatoire, mais aussi à l'hôpital, puisqu'on a un listing déjà de 5 à 10 infirmiers. Alors l'IPA, il pourra exercer, alors il y a la diabéto, il y a la géronto, il y a les urgences, il y a la psychiatrie. Je sais qu'il y a des hôpitaux qui ont déjà fait appel donc, à l'US pour dire, nous, on voudrait des IPA. Alors, on ne va pas, bien sûr, pouvoir former 50 IPA sur la Corse, mais on a un besoin, par exemple, de 5 IPA par an, entre 5 et 10. Donc, petit à petit aussi, on va gagner en autonomie. C'est-à-dire qu'on va assurer quelques cours, puisque j'ai accepté d'assurer quelques cours pour les IPA Corse. Après, il y a un outil génial qui s'appelle le téléenseignement. Donc, on va pouvoir aussi s'en servir. Et puis, pour tous les cours qui ne pourront pas être assurés, ben, ils iront, ils se déplaceront. Et vous voyez, petit à petit, on essaiera de diminuer le temps de ces IPA à se former à Marseille, et ils se formeront ici aussi.
Alors les IPA, c'est des bacs plus simples, donc pour une infirmière, et puis il faut aussi 2 ans d'ancienneté, donc ça vous fait quand même quelqu'un au minimum de 18 et 7 égale 25 ans, minimum. À 25 ans en général, dont c'est marié, on a des enfants, etc. Donc vous voyez les difficultés de se former après 25 ans. C'est pour ça qu'en partenariat avec des universités comme AMU, avec des ressources locales motivées, je pense que là aussi on peut créer ces métiers-là qui vont nous être utiles, donc à la fois dans les hôpitaux, pour être en relais des médecins qui sont souvent surbookés ou absents, et dans les petites unités aussi sur le terrain, pour des délégations donc, de compétences que pourront leur octroyer les médecins avec qui elles travaillent. Voilà, donc ça c'est 2 métiers donc, qui partent de l'université de Corse et qui sont, bien sûr, pour l'instant encore, on va dire, soit en autonomie pour le Master 2, soit parcours soit la personne, soit l'IPA en collaboration avec AMU, mais qui, avec une montée en compétences, une montée en faculté compétences, c'est pas que la qualité de l'enseignement, c'est aussi les gens, les ressources humaines. Donc là, petit à petit, je pense que la France récupérera une bonne partie de, on va dire, la compétence théorique. Après, les compétences de terrain, se former sur le terrain, parce qu'au CHU aussi, il ne pourra pas y avoir tous les services d'un CHU classique. Hein. Là aussi, peut-être qu'il faudra mettre en place petit à petit les spécialités les plus utiles à la population, les plus, je dirais, cruelles. La cancérologie, par exemple, c'est cruel de devoir partir pour se soigner. C'est quand même des mots qui font peur. Le cancer, ça fait peur. Le mot pontage coronarien, insuffisance cardiaque, ça fait peur. Les maladies de la nutrition, ça fait peur. Alors, qu'est-ce qui est recherche et qui pourrait être adossé au CHU ici à Portée? Actuellement, il y a le projet Bioscope. Enfin, le projet Bioscope, ça existe déjà depuis un moment. Bioscope, ils ont eu leur mot à dire, ils ont été très impliqués, très efficaces pendant l'épidémie de Covid. Bioscope, actuellement, c'est donc le docteur Fall qui le porte. Elle est à la fois épidémiologiste santé publique et elle également a développé la virologie. Donc la virologie, avec le docteur Fall, qui je pense que le CHU trouvera une oreille attentive et collaborative. Après, il y a un deuxième axe là, qui est tout nouveau. Alors, je ne suis pas très au fait de tout ce qui s'y fait, mais dans les grandes lignes, c'est un projet, ça s'appelle RN, donc je crois que c'est recherche environnement, quelque chose comme ça. Oui. Donc le RN, il va s'intéresser aux pathologies environnementales de la Corse. Et il va être aussi un outil, il n'y a pas de radiologue ici, non. Non, mais dans le public, vous, je parle à un convaincu. Donc, il est dans les projets d'améliorer, on va dire, l'intelligence artificielle en matière d'aide au diagnostic, en particulier pour le volet cancer. Donc, tout ça, j'ai l'impression que ça tourne bien. Le PET scan, l'intelligence artificielle, la détection précoce peut-être de certains cancers. Je trouve que ça, tout ceci commence à se coordonner. Il y a des éléments qui demandent aussi moins d'investissement en matériel, moins onéreux. Par exemple, je pense à la diabétologie. Un centre, l'Institut du diabète en Corse, l'Institut hospitalo-universitaire, dirigé par impliquant évidemment les privés, etc., est indispensable. Là, ça ne demande pas des structures lourdes au niveau financier, au niveau des moyens d'exploration sont accessibles, on les a même déjà sur place. Il n'est pas normal qu'en Corse, on n'ait pas un institut de haut niveau, etc. On a beaucoup de diabétiques en Corse, ça c'est important. C'est quelque chose qui te tient à cœur, je le sais. Ça, c'est quelque chose qu'on va envisager, mais dans le cadre aussi de la recherche, de la formation et des soins. C'est global. Et avec ces éléments-là, on va arriver à avancer. Je m'excuse, je crois qu'il y a le professeur Gaston qui est en ligne. Le professeur Gaston qui est chef de service d'ophtalmologie à Nice et qu'on doit avoir en visio. D'après ce que m'a dit Alain. Si on peut lui demander un peu sa position professionnelle. Il fait partie du collectif aussi, hein. Les premiers signataires. Si vous m'entendez, voilà, oui, voilà. Vous m'entendez? Je ne sais pas si vous avez... Oui, très bien. D'accord, Bonjour. Alors, merci. Puis je voulais tout de suite tous vous féliciter pour votre dynamisme. Surtout Fanfan, que je trouve toujours avec un dynamisme exceptionnel
dans cette bataille pour un CHU en Corse qui est, à mon avis, quand tout le monde est d'accord sur le principe, je crois que c'est une nécessité vitale pour l'avenir de la Corse. Je crois que beaucoup de choses ont été dites. Je vais essayer, moi, de simplement, en 2 mots, résumer un petit peu ce que je pense sur sur les points essentiels qui me paraissent essentiels. Si vous voulez, globalement, il y a 2 volets. On met la recherche de côté, qui peut être faite sur certains points. De toute façon, on ne peut pas faire des recherches dans tous les domaines et c'est quelque chose qui peut se développer petit à petit en collaboration avec des équipes d'autres CHU. Mais tout est possible au niveau recherche en Corse. Mais les 2 éléments principaux, ce sont à la fois l'enseignement théorique. Je crois qu'il faut bien réaliser qu'aujourd'hui, et le Covid a été une expérience là-dessus, que l'enseignement peut évoluer aussi. C'est-à-dire que moi, j'imaginerais très bien, par exemple, pour des cours d'ophtalmologie, de demander à Christophe Baudouin, qui est au 15-20 à Paris, de faire un cours sur la sécheresse lacrymale ou sur le glaucome, de son hôpital au 15-20 sur grand écran dans un amphithéâtre à Corté. Je crois que c'est tout à fait faisable et même ça serait presque enrichissant d'avoir des enseignants de haut niveau dans chaque spécialité qui interviendraient dans des cours sur Corté. Je pense qu'il faut peut-être réimaginer l'enseignement avec les moyens modernes de communication et sortir de l'enseignement classique avec un enseignant qui fait tout, qui connaît plus ou moins bien, il est sûrement très développé sur un domaine, mais peut-être un peu moins sur d'autres, et faire appel à un enseignement peut-être plus diversifié grâce aux moyens actuels de vidéotransmission. Ça, c'est le premier point, question sur le plan de l'enseignement. Sur le plan de l'enseignement pratique, je crois qu'il faut, dans la mesure où on est assez pauvre au niveau local, au niveau des centres hospitaliers, pauvre en nombre de médecins, je crois qu'il faudrait arriver à sélectionner des centres privés qui seraient capables d'intervenir en collaboration avec ces centres hospitaliers. Peut-être qu'il y ait une meilleure collaboration hôpital-privé pour arriver déjà à structurer un petit peu mieux l'offre de soins. Et je pense qu'il y a une chose aussi, c'est qu'il y a certaines villes de France et certains CHU en France, vu la baisse du nombre de médecins en France, qui ont augmenté considérablement leur nombre d'internes. Je pense en particulier au CHU de Lille. À Lille, on se retrouve par exemple dans ma spécialité qui est l'ophtalmologie avec une vingtaine d'internes par promotion dans un service. Il est évident qu'on ne peut pas prendre à 20 internes dans un service à opérer et à se former correctement. Ça serait peut-être plus intelligent de dire, encore, s'il y a une possibilité d'offres et de stages pour ces internes qui peuvent être eux-mêmes, au bout d'un certain temps, des formateurs et amorcer quelque chose, une distribution un peu plus logique des internes en France. Donc je pense qu'il y a plusieurs axes à développer, mais celui-là en est un, puisqu'on n'en a pas parlé. Il y a des CHU qui sont pauvres en nombre d'internes, ça c'est de guerre entre spécialités, mais il y en a d'autres qui sont peut-être trop dotés et qui n'arrivent pas à former leurs internes. Alors peut-être on pourrait accueillir dans les hôpitaux à Bastia, à Ajaccio, des internes qui ne sont peut-être pas forcément très bien formés chez eux. Et ça serait peut-être une petite allumette qu'on allumerait aussi, qui permettrait d'amorcer quelque chose. Voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit, en dehors de tout ce qui a été dit, parce que vous avez dit beaucoup de choses. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah non, mais c'est très bien, tout à fait d'accord avec ça. La visio, c'est fondamental. Sur Corté, oui, et même quand il y aura des enseignants qui seront en poste à Bastia ou Ajaccio, s'il y a des étudiants qui font des stages de formation sur Bastia et Ajaccio, peuvent très bien avoir des enseignements qui sont faits à distance en étant là-bas. Ce n'est pas un problème. Hein. Je veux dire que si demain vous avez une trentaine d'étudiants qui sont sur Ajaccio, s'ils ont une visio Ajaccio, ils sont obligés de monter à Corté pour faire leur cours. Hein. Ils peuvent très bien les faire sur place. Ça ne va pas gêner beaucoup. Hein, mais d'avoir comme ça à distance un éminent professeur qui va donner un cours d'ophtalmologie ou autre, comme ça, à Corté aux étudiants, c'est l'idéal. Hein. Je crois que c'est l'avenir. Hein.
Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut se développer, qui peut être même un terrain d'expérimentation sur la Corse. Tout à fait. D'un nouveau type d'enseignement. Ça peut même faire accélérer le processus de développement des années de médecine. Oui, je crois qu'il faut petit à petit augmenter les deuxième année, troisième année. Il faut, et c'est le seul moyen d'avancer, je pense. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Bon, écoutez, on va laisser un peu la place au débat. On a informé beaucoup de choses. Je pense que maintenant, il faudrait que chacun puisse poser des questions ou donner son avis sur un certain nombre de points. Donc, je donne la parole à Hassan. Hein. On va vous donner, je crois, un micro mobile. Il y a un micro mobile, hein. Oui. Oui, bon, moi je voulais vous remercier déjà pour la qualité de vos interventions, parce que vous avez couvert un peu le champ de toutes les questions qu'on pourrait vous poser. Il peut en rester une ou deux à la marque. Vous avez démontré déjà que au niveau de la réponse en termes de besoins réels, hein, évalués sur place, et pas à partir des grilles de lecture qu'on nous impose, hein, des grilles techno-administratives qu'on subit, souvent, sur lesquelles on n'a pas beaucoup de prise, sur à partir de l'évaluation des besoins réels. Il est évident aujourd'hui pour tout le monde, et c'est consensuel, qu'on a besoin d'un centre hospitalier universitaire en Corse. Au-delà des aspects juridiques, du montage juridique de la chose, etc., voilà, il y a des gens qui s'en occupent pour faire avancer le dossier. Vous avez parlé de ce point-là, vous avez parlé de la nécessité de relancer la formation et la recherche fondamentale. Ça, c'est le côté universitaire, et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important, et vous avez bien montré de quelle manière les deux choses cheminent, elles sont indissociables, et c'est très très important pour l'avenir de la santé en Corse. Vous avez démontré que sur le plan économique, c'était intéressant quand on parle de l'économie réelle, hein, c'est-à-dire de la création de richesse, du partage de cette richesse, de la réponse aux besoins d'une population. C'est vrai que c'est un investissement, c'est un gros investissement, c'est un investissement qui a des retombées avec une attractivité. Vous l'avez démontré, il y a plusieurs exemples dans le monde qui prouvent que quand il y a des démarches justement de ce type-là, eh bien, il y a des retombées économiques. Alors, ce n'est pas de la rentabilité immédiate dont on parle, c'est retombées sur l'économie globale d'un pays, puisque nous, on considère que la Corse est notre pays, et donc il faut faire avancer. Et donc là, vous avez répondu vraiment à toutes les questions qu'on se pose. Vous avez aussi apporté la clarification concernant l'aspect multisite, hein, puisque c'est important, c'est on construit sur l'existant, on construit, c'est pas un nouveau bâtiment qu'on va construire. Il y a des gens qui disent un CHU, qu'est-ce que c'est encore un nouvel hôpital? C'est pas ça du tout. Vous avez bien expliqué, vous avez clarifié là-dessus, sur la nécessité des aspects multisites et sur la réponse aussi aux spécificités géographiques de la Corse, etc. Donc je crois que vous avez couvert à peu près tout le champ des questions qu'on peut se poser. Après, moi je représente un petit peu le ribombe aujourd'hui, hein, puisqu'on couvre l'événement pour le journal. Donc je vais vous poser juste une ou deux petites questions, vous avez déjà forcément répondu. Au niveau des financements, c'est vrai qu'on dit que ça va coûter beaucoup d'argent, il va falloir donc mener un combat politique. Alors c'est vrai que François est habitué au combat politique, notamment au niveau de la santé, hein, puisque dans la plaine orientale, vous avez fait beaucoup bouger les choses en mobilisant la population, et ça fait avancer la cause du SMUR, du scanner, etc. Et on s'est aperçu aussi au niveau de l'université de Corse, s'il n'y avait pas eu une bataille politique, aujourd'hui peut-être on ne parlerait même pas d'université en Corse. Alors, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Et on sait aussi qu'à l'époque où il y a eu ces mobilisations, il y avait beaucoup de gens qui étaient réfractaires, qui traînaient les pieds, voire qui étaient hostiles, et qui aujourd'hui se réjouissent que ces choses aient avancé. Et je pense que pour le CHU, sans une mobilisation populaire importante, les choses vont traîner, voire péricliter. Donc, ça, c'est un aspect tout plus politique, c'est notre vision à nous des choses. Ce combat-là, on vous assure qu'on va le mener avec vous, hein, qu'on sera là, qu'on sera présent, et qu'il y aura une grosse mobilisation. Nous, au niveau du journal, on relaiera l'événement d'aujourd'hui. Moi, je voudrais poser simplement une petite question.
On parle beaucoup de financement, donc on parle de l'État, de l'État français qui doit financer, etc. Il y a aussi d'autres pistes peut-être à explorer. Je pense notamment au GECT, qui sont des groupements européens de coopération transfrontalière, qui peuvent être évoqués comme un moyen de financement d'un projet de santé pertinent. Alors bien entendu, pour le moment, il faut toujours l'aval de la puissance tutélaire pour avoir droit à ces financements-là, mais à partir du moment où c'est quelque chose qui s'impose, ça peut être aussi une piste à explorer, donc je vais vous demander ce que vous en pensez. Bon, moi, je vais répondre rapidement. Déjà, pour ce qui est de la région de la plaine orientale, c'est vrai que c'est un combat politique, c'est un combat populaire qui nous a permis d'obtenir les choses. Qui a été repris ensuite, il y a Esteban qui est là, qui a largement participé avec la création du collectif pour le Perazalo Nucléaire. En 2007, les médecins de la plaine orientale ne pouvaient plus supporter d'assumer le tour de garde parce qu'il y avait beaucoup de personnes déjà vieillissantes, déjà vieillissantes à ce moment-là, et d'autres qui ne pouvaient pas pour des raisons de santé prendre les gardes. On faisait 72 jours de garde par an chacun, d'accord. On assumait la totalité de l'urgence vitale. On faisait médecin blanc, médecin rouge et pas médecin marron, parce que ça n'a jamais été le cas. Et donc on assumait la totalité de ces responsabilités-là. Donc on a arrêté le tour de garde et on a demandé à l'État, à l'époque c'était le préfet qui en avait les compétences, il n'y avait pas l'ARS, on a demandé à l'État de créer une délocalisation du service Bastia, et Yann y a participé à l'époque, elle connaît le combat qu'on a mené, hein, et de créer donc une antenne SMUR sur la plaine orientale. Il y en a qui avaient été choisis à l'époque, il y a des pompiers à côté, donc, et cette mobilisation a été très dure, les discussions avec la préfecture ont été très tendues, ça a duré 6 mois, on a obtenu un SMUR transitoire en 2008, uniquement pour la période estivale, hein, avec des moyens qui étaient des moyens extrêmement limités, puisqu'on avait un véhicule qui était mis à la disposition du médecin de garde, qui le gardait 24 heures et qui le remettait au lendemain à un autre médecin. Hein, donc on faisait 24 heures d'affilée de garde, pour 35 € la garde d'ailleurs. Hein. Donc on avait pris, maintenant c'est 1000 et quelques euros la garde hein, pour les intérimaires, je crois. Hein. Pour les médecins de SMUR, non, c'est moins que ça, mais pour les médecins intérimaires, c'est 1200 € je crois la garde, alors que nous c'était 35 €. Hein, et on l'avait pris pour avoir le matériel et avoir enfin posé la première pierre du SMUR de la plaine orientale. Ensuite, on a continué, on a repris les grèves, on a repris tout, on a mobilisé la population pour pérenniser ce SMUR. Il y a eu la création, et je salue Esteban qui est là, la création de ce collectif Perazalo Nucléaire qui a permis de mobiliser encore et d'arracher la pérennisation du SMUR, qui doit être encore améliorée, on le sait, mais bon, qui est là et qui rend des services conséquents. Pour le scanner et l'IRM, ça a été un autre problème parce que c'était un investissement privé et sur lequel l'ARS refusait de signer l'agrément. Et les caisses refusaient d'assurer l'agrément alors qu'elles n'avaient pas un centime à mettre. Voilà. Donc on a obtenu une première fois le scanner, ça a été très long, on l'a obtenu, privé, financé privé en totalité, et dans un second temps, l'IRM. Mais sans l'obligation populaire, comme tu l'as dit justement, on n'obtiendra rien. Et là, le problème du CHU, c'est la même chose. Il faut que la population, il faut que les forces montrent leur volonté de dire non, nous voulons nous soigner ici, nous avons les compétences pour, nous avons les moyens pour former les gens, et nous voulons, on ne peut plus partir. Mais vous vous rendez compte ce que représente le départ. Moi, je reprends un cas que j'ai pris à un moment donné comme exemple. C'est le cas de... J'ai affaire à des gens qui connaissent la médecine pour la plupart. Vous avez une femme qui fait une rupture utérine à 6 mois de grossesse, d'accord, qui est sauvée, prise en charge par son médecin, par le SAMU, qui est sauvée, on l'amène à Bastia ou à Ajaccio, selon la zone. Il est pris en charge par les urgences, il est traité, la femme est traitée, l'enfant est sauvé, la femme est sauvée, l'enfant part en réanimation néonatale à Nice ou à Marseille, en avion sanitaire, où il passe des fois 2 mois. Des fois la mère, si les conditions
de santé sont difficiles, ça va traîner plusieurs semaines, plusieurs mois, et l'enfant est là-bas, hein, dans un service. Il y a une rupture familiale, il y a des difficultés financières, il y a des problèmes psychologiques, tout se pose. Pourquoi ne pas ici, petit à petit, avoir une équipe qui vient sur place, hein, ou qui est sur place, même s'il y a des cas rares, mais il faut en tenir compte, et il faut avoir ces systèmes de réanimation néonatale sur place, même des petites structures. Mais il va falloir y arriver un jour. Ce sont des cas exemplaires qui montrent à quel point on est dépendant, hein, d'un système comme ça parce qu'on n'a pas les installations adéquates. C'est quand même grave. Hein. Je crois que... Donc le combat populaire, et nous sommes tous là, hein, nous, professionnels de santé, pour en parler, mais il faut aussi mobiliser les gens autour de nous. Ce n'est pas un parti politique, c'est pas non, c'est me crache les défunts de Roche-Propos pour nous. Rien. Voilà. Hein. Il faut sortir de sous-développement qui est chronique et qui est catastrophique. On va faire un jour, on va dire Médecins du Monde, ou Médecins sans frontières, pour nous soigner. Pour rebondir sur la question posée, les financements, etc. Alors, effectivement, la mobilisation, pour aller dans le sens de ce que nous faisons fort, la mobilisation, elle doit être à tous les niveaux. Populaire, c'est certain, mais il faut aussi qu'il y ait une mobilisation politique. Ça, c'est essentiel. Hein, parce que c'est pas tout qui se met en dans le même sens, ça ne marche pas. Et pour les cofinancements, moi, je pense qu'effectivement, il y a des pistes de cofinancement qui existent de tous les côtés, et des pistes de cofinancement dans le cadre du partenariat européen. Mais ça concerne aujourd'hui surtout la recherche et l'université. Pour la structuration des soins, c'est vrai que c'est un peu différent parce qu'on est dans un cadre juridique assez contraignant malgré tout, ce qui peut être considéré comme regrettable à certains égards, mais qui est quand même aussi le garant d'une certaine organisation de ce qu'on veut faire. Donc je pense qu'après on peut aller chercher effectivement être innovant sur la façon de travailler avec notre partenaire, ça c'est sûr. Oui, bonjour à tous. Très important d'avoir un CHU, et je peux en témoigner parce que ce que vous avez annoncé tout à l'heure, les déplacements de Corse pour aller sur le continent, et je m'en explique. Au mois d'octobre, je passe une simple échographie de la prostate, et octobre 2021. Donc, et le praticien, qui est un ami, donc, m'a dit, ça va, Jo, il vient. Bon. Il m'a dit, mais comme tu es là, j'explore un peu tout. Donc, il nous fait le sport, écoute, toujours, bon, tout va très bien. Tu as une petite, pour voir le rein droit, il y a quelque chose de bizarre. Bon, regarde, vois ton médecin. Non, je vais voir mon médecin traitant. Et il dit, bon, Jo, écoute, on va voir un neurologue, donc on va faire un neurologue, qui lui me fait un test. Toujours, ça a été fait en novembre, donc on a fait la clinique. Et puis ensuite, il me dit, bon, on se revoit dans quelques mois, on fait un contrôle. Bon. Le contrôle a été fait au mois de 2021, au mois de juin, donc 8 mois après. Et en fin de compte, en faisant ce contrôle, ça perçut qu'il y avait une tumeur au rein droit. Donc, de suite, lui a pris contact avec le CHU de Nice, avec le professeur Chevalier, qui m'a fait, le 2 août, une radiofréquence. Je parle avec le radiologue, une radiofréquence. Donc, là, on m'a fait une radiofréquence, bien sûr, qui a brûlé carrément cette tumeur. Hein, voilà. Et donc, aujourd'hui, cette tumeur cancérigène, hein, donc, que je n'ai senti aucune douleur hein, auparavant. Donc, c'est un moment aussi, au moment où il faut faire peut-être des recherches en amont. C'est ça qui manque aussi chez nous.
Et donc, aujourd'hui, mon dernier examen de contrôle va se faire lundi 20, toujours au CHU de Nice. Entre-temps, tous ces délais qui ont passé, depuis le mois d'octobre 2020, eh ben, cette tumeur avait augmenté de 5 mm, c'est-à-dire le temps, c'était élargi, heureusement, qui a été découvert accidentellement. Voilà, donc, mais le coût de ce travail-là qui a été fait entre les avions, les taxis, le séjour à Nice, on a dépassé les 1000 euros. Les 1000 euros qui auraient pu rester directement chez nous si on avait un CHU. Voilà. Lundi, dernier contrôle. La santé juridique, c'est quelque chose qui va être un des premiers piliers du développement. Si un jour le CHU voit le jour, comme on a dit tout à l'heure, des priorités. Alors, bien sûr, des priorités, comme on disait tout à l'heure, enfin moi je dis le mot cruel, parce que le cancer, c'est jamais très agréable à s'entendre prononcer ces mots-là, mais il faut y aller aussi par priorité. Alors, ça ne fera pas que des heureux, sans doute, il y aura des pathologies qui seront peut-être laissées sur la touche, mais vous savez, il y a aussi d'autres priorités, c'est ce qu'on appelle par exemple les maladies orphelines. Peut-être que vous ne le savez pas, mais comme son nom l'indique, les maladies orphelines, ça veut dire qu'il y a quelques cas seulement en France et même dans le monde. Je crois qu'on découvre 3 maladies orphelines par jour, à peu près, peut-être même plus. Alors, vous voyez, les maladies orphelines, et il y en a encore des gens, mais on ne pourra pas faire un CHU dédié, si vous voulez, à ça, ici. Pour la bonne et simple raison, vous voyez que, par exemple, les centres de référence des maladies orphelines, ils sont essentiellement concentrés en Île-de-France. C'est-à-dire que même si vous avez la maladie du schnock machin, vous serez quand même suivi à Paris, même si vous habitez, je ne sais pas, moi, Rennes, ou Biarritz, ou Strasbourg, ce sera pris en charge là. Donc, il faudra faire des arbitrages, il y aura des pathologies, malheureusement, et même dans un CHU local, on ne pourra pas prendre en charge toutes les pathologies. Pour la bonne et simple raison que si on est un CHU, je ne sais pas combien de CHU en France, mais si on est le N+1 CHU en France, eh bien, on ne pourra pas prendre en charge toutes les pathologies. Il faudra faire des arbitrages. Et je crois que ces arbitrages, au-delà de la politique, ça sera des arbitrages d'arguments de fréquence, d'arguments de coût des déplacements. Moi, il y a quelque chose qui m'a choqué, ça a été la démarche de CITSEM, je crois qu'il s'appelle, le collectif des coins. Moi, je trouve que c'est honteux que ce soit des associations qui soient obligées de porter et presque de devoir remercier la prise en charge du deuxième parent quand l'enfant est hospitalisé. Enfin, quand même, mais comment on peut être aussi inhumain? Enfin, je dirais, c'est au nom d'une rationalité économique. Ça, c'est les arguments que les caisses de sécu vous mettent en avant. Ah non, on ne veut pas en prendre un, puis vous allez carrière à la tour de voile pour votre enfant. Mais non, pas les parents. Ça, c'est un nourrisson. Comment? Ah d'accord, ok. Bon, très bien, si vous êtes là pour redresser, mais moi je ne suis pas le porte-parole de tout ça. Voilà. Mais moi, par exemple, je vous donne mon avis citoyen. Quand j'ai été sensibilisée à ça, j'ai été choquée. Voilà. Mais attendez, on devrait même pas en discuter. Voilà. Bon, on voit que... non mais attendez, je veux dire, moi je suis pour... Je l'avais dit dans l'hémicycle il y a quelques mois. Moi, je souhaite que ces associations caritatives disparaissent. Bon, il n'est pas normal qu'on soit obligé de sauter. Imaginez qu'on n'ait pas des gens dévoués qui se soient lancés comme ça dans l'aide aux patients et aux familles. Où on saurait? C'est une responsabilité. Là, c'est encore une responsabilité de l'État. Comment on peut ne pas donner les possibilités aux gens de se soigner sur place et leur demander de payer ensuite pour les faire soigner ailleurs? On ne devrait même pas faire l'avance de billets. On ne devrait même pas faire l'avance des frais d'hôtel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça doit obligé de payer. Quand vous avez un enfant qui est malade, qui reste plusieurs semaines en cancérologie à Marseille ou à Nice, et qu'on est obligé de faire payer aux parents le séjour, c'est un scandale. C'est un scandale. Donc à un moment donné, ça, ces choses-là. Et je l'avais dit d'ailleurs, à l'époque, il y avait une scène, il y avait aussi, comment s'appelle votre
Marigot, non, la Marigot aussi. Moi, en tant que maire de ma commune, je crois que j'étais une des communes qui a donné le plus pour aider ces associations. Hein. J'ai donné 5 000 € à chacune des associations il y a 2 ans. Un peu moins l'année dernière, j'avais une petite difficulté, on les a aidés, et toutes les communes les aident, et les collectivités leur apportent un soutien. Mais ça devrait disparaître, ça. Ça devrait disparaître. À un moment donné, il faut arrêter. Et les caisses ne devraient même pas avoir un moment d'hésitation. C'est ce qu'il m'a dit le directeur de la CPM de Bastia une fois en réunion, quand on demandait le remboursement des billets. Il m'a dit, mais vous avez raison, mais ce n'est pas nous qui faisons les lois. Mais oui, alors nous, on a demandé la transmission, le transfert des compétences législatives, mais on n'a pas l'autorisation de les faire. C'est Paris qui décide. Donc il faut que j'arrête à un moment donné. Hein? Le même reconnaissent qu'ils ne peuvent pas le faire. Il dit, vous avez raison, mais on ne peut pas le faire. Alors, imposez-le. Hein? Merci. Bonsoir à tous. Tout d'abord, vous remercier pour votre mobilisation, pour votre implication et pour la qualité de nos échanges. Eric le disait, de vos interventions, pardon. Eric le disait tout à l'heure, c'est vrai que du coup vous avez couvert le spectre large des questionnements qui pouvaient être les nôtres. Donc un merci aussi particulier à Franck qui est une cheville ouvrière de cette mobilisation. À l'instant, on a posé un des problèmes auxquels nous allons être confrontés et dans toutes les sphères de la mobilisation nécessaire, et je reviendrai, qu'elle soit politique, qu'elle soit populaire, qu'elle soit au niveau de l'université, et nous avons la chance, et vous l'avez rappelé, d'avoir un président et une présidence beaucoup très mobilisés sur la question et la volonté de pouvoir développer les études de médecine à l'Université de Corse. Mais nous allons être confrontés à des logiques comptables, chaque fois comptables et économiques, auxquelles il va falloir, et ils sont faciles, et nous venons d'en avancer un certain nombre, il va falloir avancer des arguments. Alors, ce n'est pas très, très compliqué, puisque face à la logique comptable, nous aurons bien sûr et avant tout une logique humaine, une logique de réalité, un principe de réalité qui viendra s'appliquer. Là, il va falloir aussi, et ça a été, je crois, tout à l'heure évoqué par Laurent Papazian, il va falloir aussi que nous soyons, c'est moins le rôle du politique, mais c'est son rôle dans un autre domaine, mais dans la sphère médicale, il va falloir aussi faire œuvre de beaucoup de pédagogie, je serais tentée de dire, parce qu'il y a la nécessité de ne pas laisser poindre l'impression que ce CHU pourrait se substituer à un moment donné au système existant, et au contraire, il a vocation, nous en sommes tous ici convaincus, à améliorer, et il faudra également, je dirais, définir là où le besoin se fait le plus sentir, là où les réalités, là aussi vécues, se font le plus prégnantes. Alors on pense tous à la cancérologie, bien évidemment, parce que tous, à des niveaux différents, nous avons pu être confrontés à des parcours qui rajoutent à la maladie des difficultés. Et aujourd'hui, on est dans l'enceinte de l'Université de Corse, et j'arrive au rôle que devra aussi prendre les politiques là-dessus. On est dans l'enceinte de l'Université de Corse, ça a été rappelé par d'autres avant moi, il y aura la nécessité d'une mobilisation populaire, une mobilisation politique, parce que ça doit être inscrit à l'agenda politique indubitablement et très rapidement, puisque j'ai commencé mon propos en disant les arguments nous les avons. Je crois que quasiment, si on conjugue les forces, je dirais, de l'Université de Corse, des médecins qui se mobilisent, des différents acteurs que l'on voit s'exprimer sur ce dossier depuis maintenant quelques mois, je crois que le dossier, il est prêt, il est constitué, il est ficelé, même si c'est un processus long, et demain matin, il ne va pas y avoir un centre hospitalier universitaire en Corse, mais en tout cas, il faut s'engager dans le premier pas. Donc je crois que dans les semaines et dans les mois à venir, c'est cette articulation-là des universitaires, des médecins, du politique et de la mobilisation populaire, parce qu'il va falloir populariser, comme le combat de l'université a été livré en son temps,
il va falloir aussi populariser la question d'un centre hospitalier universitaire. Là aussi, je crois que la période que nous vivons risque de rendre la question plus sensible et peut-être très certainement encore plus prégnante. La démonstration, elle va être, je suis peut-être optimiste, mais la démonstration pour emporter la conviction, elle va être simple à faire. C'est à nous, chacun dans les sphères qui seront les nôtres, d'organiser la mobilisation. Mais pour l'articulation dont nous aurons besoin, pour la graduation de cette mobilisation, il faut que, dès aujourd'hui, nous puissions prendre date. C'est un grand mot, très certainement. Mais dès aujourd'hui, il faut que nous sachions nous acheminer dans cette voie et ne plus lâcher, je veux dire. Et dans la sphère institutionnelle, par le relais à l'Assemblée de Corse, et dans la mobilisation populaire, et avec l'université. Je crois qu'aujourd'hui, le combat doit s'ouvrir parce que c'est un combat légitime. Vous avez parlé tout à l'heure de justice. La justice, elle est réelle pour la Corse, et souvent on voit que les patients et les malades sont en quasi double peine, et que la mobilisation ne manquera pas de se faire, mais il va falloir que chacun, dans les sphères qui sont les nôtres, nous sachions la provoquer et la rendre et l'installer sur la durée. Oui, merci, bonjour. Bon, tout d'abord, un grand merci parce que, comme je l'avais dit, j'ai bossé pendant 2 ans sur la création de CHU en Corse, donc je suis très heureux que ça redémarre et qu'il y ait vraiment un groupe vraiment de qualité et que ce dossier qui est vraiment nécessaire à la Corse rebondisse, et j'espère qu'il va aboutir. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est que on a parlé évidemment de coûts, tout ça, évidemment, ça vient à l'esprit rapidement. Bon, j'ai une formation économiste, donc moi aussi j'y pense, mais comme l'a dit François, il y a aussi des retombées. Et on parle souvent des coûts et pas des retombées. Il faut regarder les deux côtés du bilan. Il y a le positif et le négatif. Ça, c'est un aspect. L'intervention, M. Garot, là, j'allais poser la question. Pardon Gasto, pardon. J'allais poser la question. C'était effectivement qu'on peut faire des économies par rapport au téléenseignement, etc. Donc on peut là aussi faire pas mal d'économies qui sont intéressantes. Je sais, et vous le savez aussi, que sur l'hôpital Bastia, mais je pense qu'à Ajaccio c'est la même chose, on prend maintenant des CDD, on paye plus cher, etc. Donc il y a plein de choses à regarder. Donc, maintenant, moi, sur le point sur lequel je veux insister, et la dame qui vient d'intervenir m'a aussi précédé, c'est concrètement maintenant, qu'est-ce que l'on va faire? Parce que c'est ça qui est important. Je crois que chacun ici peut participer. Personnellement, j'ai des contacts, j'en avais déjà lorsqu'on était sur le dossier CHU, et j'en ai pas mal sur Facebook et autres. Donc si chacun fait un effort, je pense qu'on peut aboutir, et je le souhaite. Voilà. Merci en tout cas pour ce que vous faites. La question suivante. Juste, je voudrais rebondir sur vos 2 interventions, sur le versant pédagogique. Il faut voir qu'on trouve quelque chose pour que on ne parle pas de CHU, de centre hospitalo-universitaire, parce que pour beaucoup de gens, dans le problème de communication, c'est que c'est un établissement, une ville, donc même un site, un seul site. Bon, on le dit à Marseille, maintenant, souvent, quand on parle du CHU de Marseille, c'est souvent la Tibonne. Bon, il n'y a pas que la Tibonne, on le disait tout à l'heure. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que le nom a été peut-être changé un peu. Maintenant, c'est hôpitaux universitaires de Marseille. Donc, il va peut-être falloir aussi qu'on adapte la COP pour que, dans l'esprit des gens, si on veut qu'il y ait des gens populaires, et certains ne jouent pas, parce que je vois très bien, en particulier dans le milieu médical, des collègues qui jouent sur cette rivalité-là, en mettant sur le papier où il va être, vous savez bien où, là où il y a le nouvel hôpital. Donc, il va falloir bien ajuster la communication pour que ce ne pas repousser une partie de la population qui va s'arrêter à un CHU, donc c'est un site de ville. Oui. Vous m'entendez? Oui, merci. Thomas, au risque d'être redondant, je voulais remercier l'ensemble des participants et le collectif, et c'est vrai souligner la qualité des débats.
qui sont présents à suivre, y compris pour des profanes. C'est vrai que même si la profession médicale est largement représentée dans l'assistance, il y a aussi des corps tout simplement qui s'intéressent au sujet. Moi je crois qu'aujourd'hui, la démonstration qui est faite, c'est qu'il y a déjà un certain nombre de pièces de puzzle sur la table pour mettre en place ce CHU. Et la démonstration qui est faite par nos interventions, c'est qu'on est bien au-delà d'un simple slogan. Lorsque l'on prône la création d'un CHU en Corse, on a déjà, au niveau des professionnels, au niveau de l'université, au niveau de la sphère politique aussi peut-être, une idée assez précise de ce que nécessite un CHU, ce qu'il doit permettre et les différentes étapes qu'il nous faudra franchir pour y arriver. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui manque, ça se situe surtout sur le terrain politique, et notamment vis-à-vis de l'entité qui est compétente en matière de santé, et notamment de l'État. Moi, j'en veux pour preuve l'exemple de la Guyane. On a un petit peu parlé tout à l'heure. Je crois qu'il est à la fois instructif et un petit peu troublant si on le met en miroir avec la situation de la Corse. La Guyane était avec la Corse, sauf erreur de ma part, je crois avoir entendu parler de la Polynésie tout à l'heure, le seul territoire qui ne disposait pas de CHU. Et en octobre 2019, il y a un sénateur guyanais qui saisit le gouvernement français dans l'hémicycle au sujet de la création d'un CHU en Guyane, et la réponse est celle-ci. La création d'un CHU en Guyane n'est pas à l'ordre du jour du gouvernement. Un an quasiment jour pour jour, nous étions d'ailleurs, je crois, dans l'hémicycle avec Fanfan, puisque ce jour-là, une motion a été examinée, avait été adoptée à l'unanimité à son initiative par l'Assemblée de Corse en faveur de la création d'un CHU de Corse. Un an jour pour jour, à l'automne 2020, le gouvernement s'engageait à lancer une mission pour la création d'un CHU en Guyane, donc en fait un CHRU multisite, comme vous le faisiez justement remarquer, et on nous annonce l'horizon 2024 à 2025 pour la création de ce CHU, de façon très concrète. Or, si on met en miroir les deux situations, l'argument démographique qui est parfois avancé ne vaut pas, en masse critique, puisque la Guyane, c'est en gros la démographie de la Corse il y a 10 ou 15 ans, c'est moins de 300 000 habitants. L'argument du système de santé, je ne suis pas un spécialiste, mais lorsqu'on a un petit peu suivi le drame sanitaire en Guyane de ces derniers mois, on n'a pas la conviction qu'il y ait à l'heure actuelle un système de santé beaucoup plus avancé que ce qu'est le système de santé en Corse. Et l'argument universitaire, il ne semble pas tenir non plus dans la mesure où il n'y a pas un cursus de médecine complet en Guyane, puisque la Guyane faisait partie, sauf erreur de ma part, jusqu'à il y a quelques années, d'un ensemble plus vaste avec l'Université des Antilles où il y a une faculté de médecine. Et puis il y a quelques années, l'Université de Guyane a repris son autonomie, et à l'heure actuelle, il n'y a que la PACES, donc la première année de médecine, à l'instar de l'Université de Corse. Ce qui change entre la Guyane et la Corse, c'est qu'en Corse, il y a eu un vote unanime de l'Assemblée, il y a ce collectif qui se mobilise, il y a des demandes qui sont remontées au moment du Ségur de la santé. Je me souviens d'un document qui avait été transmis notamment par le président de l'Assemblée de Corse. Il y a des travaux qui sont en cours. La différence, c'est que concernant la création d'un CHU en Corse, actuellement, il ne se passe rien du côté du gouvernement. Et pour la création d'un CHU en Guyane, il y a une mobilisation politique. En tout cas, il y a un comité de pilotage qui a été mis en place, et les choses avancent très vite. Donc je crois qu'effectivement, on a intérêt à ancrer davantage cette revendication au cœur de l'agenda politique en Corse par la mobilisation des différents niveaux, et y compris à Paris, puisque c'est là que les choses vont se débloquer et en faire, ça a été dit avant moi, un petit peu l'équivalent de ce qu'avait été le combat pour l'université. Pour considérer que dans les années 70, il n'y avait pas de droit véritablement effectif à l'éducation en Corse. Je crois qu'en l'absence de CHU, face à ce qui est une rupture d'égalité, pour reprendre un terme qui est souvent employé dans d'autres secteurs en France, une rupture d'égalité, il y a un droit à la santé qui n'est pas totalement effectif en Corse. Alors, pour ne pas simplement être dans l'observation, je pose une question peut-être un petit peu naïve au docteur Benedek, qui a Fanfan, qui a dit qu'il y avait eu un certain nombre de contrats qui avaient déjà été pris dans l'action du collectif pour le CHU au plan politique. On a du mal à comprendre pourquoi ça va si vite en Guyane et pourquoi ça n'avance pas en Corse.
Pourquoi, selon vous, docteur? Je ne sais pas si je peux vous donner un avis. Je pense d'abord que le problème, c'est qu'ici, le dialogue se fait avec l'ARS. L'État, le dialogue, ça a donné la plupart du temps, hein, depuis 2016, hein, on a vu que c'était un peu un dialogue de sourds, hein, tout, hein. Mais bon, en ce qui concerne la santé, il n'y a pas de compétence de l'Assemblée de Corse pour la santé. Il y a une conseillère exécutive chargée sur ça de la santé, mais qui ne fait que avoir une relation avec l'ARS, hein, directement. Donc, c'est un véritable préfet chargé de la santé en Corse qui n'applique que la politique en cours. Par contre, elle ne retransmet pas les problèmes, à mon avis, à l'État quand elle retourne à Paris. Et c'est ce qui se passe un peu avec le préfet. Je l'avais dit au préfet de l'Arche. Quand je siégeais au comité de surveillance de l'ARS, et on avait parlé du Ségur de la santé. Et j'avais dit que c'était une caricature d'aide pour la Corse, avec tout ce qui avait été demandé à l'époque, et les différentes contributions qu'il y avait eu à tous les niveaux, hein, socio-professionnels, médicaux, administratifs, etc., syndicats, 150 millions d'euros attribués pour la Corse pour régler les problèmes de santé en Corse, c'est un de gueule. Quand on pense que pour Bordeaux, pour le CHU de Bordeaux, il y a une population qui fait le double, un peu plus du double de la Corse, hein, la région bordelaise, c'est 1,250 milliard qui ont été accordés sur 10 ans pour remettre à niveau le CHU de Bordeaux. D'accord? Donc on est loin du compte. Hein. Là, l'argent qui est prévu dans le Ségur de la santé, je crois qu'il va être absorbé par une partie des dettes des hôpitaux. Bon, on est loin d'arriver à obtenir un financement sur les projets qu'on pourrait souhaiter pour la Corse. Ça me paraît clair. Hein. Donc, l'ARS là-dedans, je l'ai dit tout à l'heure, des plans régionaux de santé qu'elle a votés, qu'elle a fait appliquer. D'abord, le premier était catastrophique, qui n'a jamais été utilisé en totalité au niveau du financement, et le second était certainement très intéressant au niveau du fléchage des projets, mais pas du tout au niveau des promesses des engagements budgétaires. Donc c'était irréalisable. D'ailleurs, on n'avait pas voté. À peine, il y a même eu des problèmes au niveau de l'Assemblée. On a fini par faire une position de non-participation pour ne pas bloquer l'exécutif. Mais en fait, c'est aberrant cette façon de gérer la santé en Corse. Donc c'est l'État, il faut le mettre dans ses responsabilités. Donc là, je suis en contact avec le professeur Philippe Moss, qui était maire de Royan, qui est une personnalité qui est très spécialisée en thermalisme, que j'avais rencontré pour le séminaire sur le thermalisme à Guédonach, avec lequel on avait pris contact, et qui a donc engagé maintenant un certain nombre de personnes compétentes au niveau de l'inspection générale, de l'Académie de médecine et un certain nombre de professeurs du continent, hein, qui ne sont pas des Corses, même pas d'origine, ce sont des gens qui ont vraiment adhéré totalement au projet de CHU et vont monter un conseil scientifique restreint, hein, chargé d'appuyer le collectif dans sa politique pour obtenir les contacts nécessaires avec l'État. Il faut faire obtenir en fait que l'État applique ces règles républicaines dont il se parle en permanence, mais qui dit pour la force. Par rapport aux échéances et au fait que ça peut aller très vite. Par exemple, dans ma spécialité, en médecine intensive de réanimation, on a déjà identifié un candidat qui est d'ailleurs guyanais d'origine, qui sera nommé professeur de l'université, praticien hospitalier en réanimation. Donc les choses, elles vont aller extrêmement vite. Et pour Antilles-Guyane, même pour la Réunion, souvent, on dit pour dire la même chose. Souvent, la difficulté, c'est pas tant la volonté de le faire, c'est de trouver les candidats. Et nous, c'est un problème qu'on n'aura pas. Hein. Et ça sera extrêmement attractif. Hein. Oui, moi, juste c'est de parler sans micro. Oui. Alors, juste une seconde.
très rapidement, très synthétique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. En fait, c'est très intéressant, notamment la notion de création d'un CHU. Ce n'est pas un établissement nouveau, mais c'est bien la façon d'intégrer justement les établissements qui existent déjà. Ça, c'est très important. Et pour que, parce qu'on voit qu'il y a une mauvaise volonté de toute façon politique qui est historique, et qui, en face duquel va s'opposer une volonté populaire. Pour atteindre et pour convaincre cette opinion publique qui, pour l'instant, ne l'est pas vraiment, je pense qu'il y a deux pistes. Outre les explications comme vous le faites aujourd'hui, et c'est très très bien, pour moi c'est extrêmement éclairant sur la nécessité de mettre un CHU en Corse, mais il y a aussi une étude comparative en termes de budget, une étude comparative. Donc je peux dire que pour être administrateur à la MSA, le budget soins extérieurs à la Corse, c'est extrêmement cher. Extrêmement cher. Je me demande même, enfin, je le vérifierai, je vous donnerai des informations précises, mais si ça n'atteint pas les soins faits à la Corse, en Corse, à savoir qu'à la MSA, c'est une population âgée, c'est une population qui nécessite beaucoup de suivi. Donc ça, c'est le premier point, une étude comparative pour voir vraiment combien coûtent les soins à l'extérieur de la Corse. Le deuxième point, c'est une idée reçue, très ancrée dans l'opinion publique, c'est que lorsqu'on a une maladie grave, il vaut mieux partir. Et face à cette idée-là, il faut pouvoir, à mon avis, avoir une explication ciblée sur le fait de mettre un institut de recherche, d'attirer, vous avez parlé de cliniciens, d'attirer des gens avec une certaine compétence, qui ont eu d'autres expériences ailleurs, ça ne pourrait qu'améliorer les possibilités de soins qu'on aurait ici en Corse. Enfin, je crois qu'il y a une communication, une explication à donner dans ce sens-là pour faire tomber cette idée reçue qui n'est pas toujours fausse. Bonjour, merci de la qualité du débat. Pour rebondir sur ce qui a été dit, je crois que tout le monde a déjà entendu parler de la célèbre phrase « le meilleur médecin, c'est l'avion ». Le meilleur médecin, c'est l'avion. Et ça, en fait, c'est un manque de pédagogie. Parce qu'on se rend compte, en étant praticien, que les patients ne font pas la différence entre un hôpital régional, un hôpital général, un centre hospitalier intercommunal ou une antenne médicale d'urgence. Quand on parle de l'hôpital de Bastia, pour eux, c'est l'équivalent de la Timone à Marseille. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas quelle est la différence entre un CHR, qui a même de traiter toutes les pathologies, même les plus pointues, avec le U attaché, n'en parle pas, et l'hôpital de Bastia, qui fait fonction, malgré tout, de CHR, avec les petites compétences qu'on a, les petites compétences, je dirais techniques et matérielles. Donc c'est un gros point auquel il faut s'attacher pour pouvoir faire progresser cette idée de CHR encore, c'est la vision populaire. Et ça, il faut une explication, une pédagogie. Sinon, le meilleur médecin, c'est l'avion, ça restera. Il faut bien que les gens comprennent que ce que vivent les Corses, partir sur le continent, parfois même pour des décennies, comme c'est arrivé dans ma famille, 6 mois, se payer un hôtel pendant 6 mois, comme personne âgée, un continental, il ne peut même pas se l'imaginer. Prenez des Marseillais, dites à un patient marseillais, vous allez vous faire hospitaliser à Bastia pendant 6 mois, vous payez votre hôtel à Bastia, vous avez tout, quoi. Ça va pas. C'est possible. Et pourtant, c'est notre quotidien, ça. Et pourtant, dans la Constitution et dans la loi, nous sommes à égalité par rapport aux continentaux, devant les soins. Mais on se paye nos hôtels, on arrête de travailler. Il y a des associations qui sont créées pour faire des collectes, quand ce sont des enfants qui sont malades. Donc c'est vrai qu'il y a des spécialités qui sont plus demandées que d'autres, la cancérologie notamment. Est-ce qu'il faut faire ou pas un oncopole en Corse, par exemple? C'est quelque chose qui est très, très spécifique.
Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'adhésion populaire, ça passe par la pédagogie. Donc on se rend compte qu'en professionnel, c'est ainsi que l'utiliser le CHR. CHR, alors certains sont des CHR, mais sans adhésion, sans convention avec une faculté comme Amiens, par exemple. Ou alors vous avez des CHU comme Nîmes qui sont entre Marseille et Nice. C'est une aberration, les CHU de Nîmes entre Marseille et entre Marseille et Montpellier, ce qui est à peu près ridicule. Encore qu'on n'en a pas. Donc voilà, donc ce qu'il faut, c'est d'abord, à mon avis, bien être pédagogue avec la population. Comprendre ce que c'est, ce qu'on a, et ce dont on a besoin, et surtout ce dont on a droit. C'est un droit. Nous les payons dans nos charges, dans nos impôts. Hein. Moi, voilà, quand je fais un bon transport, c'est quotidien, à un patient qui partit sur le continent, il me remercie. Il attend que la sécurité sociale lui valide son bon de transport. C'est aberrant. Voilà. On en a les larmes aux yeux pour arriver là. Alors qu'un patient qui est à Marseille, ben, il prend sa voiture, il va à l'hôpital, il revient, sa famille va le voir, c'est naturel, quoi. Chez nous, c'est un dû, mais voilà, on remercie la sécurité sociale d'accepter un bon transport. On arrive là. Il faut bien que les patients comprennent que ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est du même niveau que l'université de Corse, on est maintenant. Quand ma mère a fait ses études, elle était pharmacien, elle a 81 ans aujourd'hui, et elle est partie à Marseille. C'était normal. Et puis aujourd'hui, si on veut faire sa première année de médecine pharmacie, on vient importer si on veut. C'est normal aussi. Mais à l'époque, on pensait pas. Encore, c'était normal. La différence même, c'est qu'un hôpital, qu'on soit de droite ou de gauche, jeune ou vieux, on a besoin de la naissance jusqu'à la mort. L'université, potentiellement. On peut passer l'université dans la game. Tout le monde va pas à la. Ça, c'est une pédagogie qu'il faut avoir avec la population. Pour voir son adhésion. Cette notion de devoir partir pour être elle s'est plus atténuée et elle est revenue parce que je trouve qu'il y a de moins en moins de médecins en France, de moins en moins de spécialistes disponibles. Bon, ça fait que les gens partent beaucoup plus facilement qu'ils le faisaient avant. Et comme on ne met pas les installations, les moyens d'exploration, etc. en place, les gens, il y a une perte de confiance. Et même si vous avez des gens compétents à Bastia, et vous à Ajaccio, ils vont dire, attendez, c'est un problème qu'il faut vaincre justement en élevant le niveau qui monte vers le haut, l'hôpital et l'université. On va y arriver, je pense. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Pour ce qui est du bâtiment, là, on a dit tout à l'heure que le CHU, c'est une entité juridique. Ce n'est pas une structure immobilière. Par contre, il faut un nouvel hôpital à Bastia. Alors, il faut le faire. C'est le principal, ça veut dire. Excusez-moi, je pense aussi une chose, c'est que quand on parle de multisite, il faut penser que la Corse, c'est une île montagne. Et que l'État a pris de gros retard dans le transport. Par rapport au siècle dernier, j'ai vu hier Macron qui montrait le nouveau TGV M qui va y avoir, qui va relier Bordeaux à Montpellier à Toulouse et tout, c'est bien beau. Mais nous, par rapport au siècle dernier, on a perdu en voie ferrée. Le train est dans l'extrême sud, on n'en a plus. Un exemple. Par rapport à mon année de naissance, je pense qu'il faut plus de temps aujourd'hui pour aller à Ajaccio qu'à l'époque. C'est la seule région de France. Et voilà. Donc, si on veut développer aussi les hôpitaux et surtout les multisites, il faut aussi penser à prévoir le développement des infrastructures routières et, je dirais, rurales également. C'est pire. C'est pire. Mais bon, ça fait partie, ça. On ne va pas vous dire. Non, mais juste, ce que vous dites, c'est pas de quoi le bon sens, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que la pédagogie, c'est très très important pour expliquer aux gens qu'il y a des structures qui existent et qui peuvent être prises en charge correctement et qui seront de fait. Mais après, il y a aussi quand même, il ne faut pas non plus leurrer la population, c'est-à-dire que quelque part, il y a aussi des filières, ça a été évoqué pour les maladies orphelines, pour d'autres types de maladies, où on n'échappera pas de toute façon à une organisation des soins de référence qui se fait dans des filières qui sont extra-régionales et avec des centres de référence. Après, un CHU, moi j'ai été
CHU ne sont pas tous logés à la même enseigne, et même des très grands CHU, comme Marseille, Lyon, Paris, c'est un peu particulier, mais Lille, Bordeaux, Toulouse, même dans les grands CHU, il y a des spécialités qui disparaissent. Les gens, il ne faut pas non plus que les gens s'imaginent que demain on va faire un CHU, il y aura tout. C'est ça aussi le truc. C'est-à-dire que même à Marseille, il y a des spécialités qui sont en grande difficulté parce qu'il n'y a pas de médecins et il n'y a pas, c'est pas organisé comme il faut, etc. Et ces petits CHU, enfin petits, sont pas péjoratifs, il y a des CHU de moins de volume, comme Reims ou Besançon, des villes comme ça, qui sont des CHU moins importants. Il y a des spécialités complètes qui n'existent pas. Hein. C'est-à-dire que même des spécialités de base, les gens sont obligés de partir à Lyon ou je ne sais où. Donc il y a la structuration des soins, c'est quand même globalement un ensemble. Et il ne faut pas que les gens s'imaginent qu'on va faire un CHU, il va y avoir tout. On va faire un CHU, d'abord, chaque pierre sera mise fixe progressivement, mais alors, il va falloir quand même prioriser certains soins. Ce qui est très important, moi je le sens, mais dans la notion de CHU, c'est d'essayer de prioriser ce qui fait la référence. Et la référence, cardiaque, oncologie, etc. Mais c'est ça qu'il faut prioriser, mais ça veut pas dire il y aura forcément, dans la pédagogie, il faut aussi expliquer aux gens que de toute façon, il y aura toujours un moment où il faudra aller voir le docteur Péluche quelque part ailleurs pour c'est passé pour l'histoire de la radiofréquence. La radiofréquence, c'est des techniques, qui nécessitent de l'expertise, qui nécessitent des moyens, etc. Mais il faut être en capacité de la faire. Il n'est pas forcément le cas à partir de sûr que dans tous les CHU, il faut en capacité de le faire. Comme les cardiaques, par exemple. Oui, comme les bases cardiaques, comme tout ça, bien sûr. Merci, c'était très intéressant parce que là nous avons l'aspect concret, c'est toujours très intéressant de l'avoir. Donc moi, c'est vrai que la pédagogie, j'allais en parler aussi, mais comment faire pour mobiliser les gens? Parce que c'est vrai que beaucoup, nous, lorsqu'on travaillait, qu'on faisait des réunions, il y a très peu de gens qui venaient, etc. Donc comment faire pour que les gens comprennent cette nécessité du CHU en Corse, c'est très important. La mobilisation, ça va être très important. Et l'aspect politique, vous l'avez dit. Alors moi, la question que je me posais, c'est qu'il y a les élections présidentielles qui vont arriver bientôt. Est-ce que c'est pas le moment? Il y a le problème de la pandémie. C'est aussi un moment crucial pour en parler. Les élections qui arrivent. M. Macron a fait des cadeaux à Marseille récemment. C'est peut-être le moment de mettre la pression. Il y a encore très longtemps qu'elle n'est pas eu plus. Et vous savez, pour ceux qui suivent la politique, que l'histoire de l'île Montagne, la France a mis son veto pendant des années pour pas que nous ayons des subventions au niveau de l'Europe. Même pas la France qui payait, c'était l'Europe. Donc c'est récemment que c'est passé. Donc ça, il faut que nos politiques qui viennent en vacances en Corse, ils comprennent que c'est une île. Et c'est vrai que ça choue, parce que dès qu'il y a un problème, sur le continent, il y a des gens qui sont dans des départements où il n'y a pas beaucoup plus d'habitants qu'en Corse, mais vous avez 2 ou 3 CHU à côté. Et vous êtes sur le continent, vous prenez la voiture, vous prenez le train, il n'y a aucun problème. Ici, le fait d'être une île, tout de suite, ça pose le problème. Le bon modèle, c'est la Réunion. Le bon modèle pour la Corse, c'est la Réunion. Parce que la Réunion, c'est une île montagne. Les transports sont peut-être un petit peu moins compliqués, mais quand même. Et c'est quelque chose, ça a été dit tout à l'heure, tout le monde le sait, hein, c'est sur 2 sites principaux. Et c'est tout à fait ça. Il y a 80 km entre les deux, c'est à peu près ça. Hein. D'accord. Et moi, je voudrais revenir aussi sur l'argument qui a été ressorti, je crois encore récemment, un député corse, M. Castellane, qui avait posé la question. Il aurait dit, mais non, mais il n'y a pas assez d'habitants en Corse. C'est le premier argument qui sort. On oublie, comme l'a dit Fanfan, que l'été, la population, elle est multipliée par 3. On oublie aussi qu'en Guadeloupe et en Martinique, il n'y a pas beaucoup plus d'habitants, sauf que, eux, le nombre d'habitants, il baisse tous les ans. Et encore, ça monte de 5000 habitants tous les ans. Donc ça veut dire que ce problème du nombre d'habitants, c'est encore un faux argument. Juste pour la référence, les références dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire que pour certaines choses, il faudrait partir, l'objectif à moyen terme, ce serait que nous, on ait quelques centres de référence et qu'il y ait un jour des patients qui viennent de Sardaigne, d'Italie
bout du continent pour se faire soigner chez nous. Hein. Ça arrivera aussi à force. Hein. Par rapport à l'engagement du président de la République par rapport aux élections présidentielles, il n'y a pas avoir que le président de la République candidat. Il y en a d'autres. Je pense qu'il faut demander à tous les candidats qui vont venir en Corse, ou même les anticiper, leur demander de se positionner par rapport au CHU de Corse. Hein. C'est un engagement politique. Je sais j'ai vu Xavier Bertrand qui était venu, qui en a parlé vaguement, bon, de manière encore un petit peu light, hein, avec un CHR, un CHU, on verra. C'est toujours, on mettra ça plus tard. Bon. Moi, ces délais-là, oui, par exemple, l'Assemblée de Corse avait fait une synthèse des réunions des commissions, de la commission médicale, dans laquelle il fixait une date de 10 ans. Je pense que c'est une erreur. Il ne faut pas fixer une date. Il faut demander à l'État de mettre en place la politique qui vise à avoir la faisabilité du CHU de Corse. Après, le délai, il va se faire petit à petit tout seul. Hein, et peut-être, on verra qu'il ne faudra pas 10 ans. Il faudra peut-être 5, il faudra peut-être plus, il faudra peut-être moins, je ne sais rien. Et si on ne met pas la démarche politique, et si on ne demande pas à l'État de s'engager formellement, hein, à mettre en place cette politique-là, on n'aura jamais rien. On n'aura que du saupoudrage. Il va venir donner, comme il a donné à Marseille, 1 milliard. Ce n'est pas en donnant de l'argent qu'il va régler le problème des banlieues à Marseille. Hein, on le connaît, hein, les histoires là-dedans. Hein. À Trafar, hein. Ci sono che solo le PKL. Oui. Qui c'est? Là-bas? Qui c'est qui a demandé? Qui a demandé la parole là? Ah non. Oui. C'est bon? Après. Eh oui, je sais. Vous entendez là? Non? Ça marche. Ok. Doumé Lazzoni, je suis délégué départemental d'APF France Handicap et proche des URAS, qui sont l'Union régionale des associations et du système de santé. En ce qui me concerne, et je suis entièrement d'accord avec Madame Messieurs qui avait très bien présenté le problème concernant un CHU pour la Corse, et il serait bien sûr évident, étant donné la présence d'étudiants et de médecine, qui est un CHU rattaché à des centres hospitaliers. Il se trouve que, bon, moi je connais la médecine, parce que je n'ai fait aucune étude de médecine, mais je suis venu par rapport à la médecine et au handicap, parce que j'en suis atteint d'une sclérose en plaques depuis bientôt 30 ans, et je connais un peu les aléas et les problèmes que pose l'éloignement concernant le soin et tout autre problème qui viennent se greffer là-dessus, parce que bon, inutile de vous dire que la sclérose en plaques, et je m'adresse à des professionnels, c'est un peu un iceberg de la médecine où les 80% du handicap et des problèmes ne se voient pas. Alors en dehors de ça, nous sommes tout à fait engagés dans ce sens-là concernant le France Asso Santé sur ce problème-là. Alors je fais partie d'un collectif qui a eu gain de cause, et d'autres personnes dans cette salle peuvent avoir un chiffrage beaucoup plus précis, parce que des professionnels de la santé qui sont les médecins, j'ai vu le docteur Jong et le docteur Campagne en dessous, et donc nous sommes arrivés à décrocher un scanner surcorté qui somme toute qui est indispensable à la bonne marche, au bon fonctionnement de l'hôpital de Corté. Mais il a fallu se battre je sais pas, quelques années, ça fait quelques années que nous sommes sur ce problème. Et bon, le scanner devrait voir le jour dans les mois qui suivent. Alors, tout ça pour dire que le CHU est peut-être
Et peut-être, ce n'est pas une construction, mais une structure dans un système hospitalier. Mais il va falloir quand même se battre pour avoir quoi que ce soit, parce que je vous garantis que monsieur le docteur a parlé des ARS, qui sont, à mon avis, les super préfectures de la santé en Corse. Et donc, en fait, il est dommage qu'on puisse parler de santé et de bénéfices, hein, de nos jours. Et malheureusement, tout repose là-dessus. On ne pose pas la santé par rapport à un besoin, mais à la santé par rapport à un profit. Donc voilà, le problème reste entier. Bon, j'ose espérer que nous ne mettrons pas, ou il ne se passera pas une dizaine d'années avant que ce projet se fasse. Mais bon, je crains que, en plus, si vous voulez, moi je pense que la santé n'est pas liée qu'à la santé uniquement. Il y a le transport, moi je suis handicapé, il y a l'accessibilité, il y a 50 000 choses qui viennent se greffer sur ce problème-là. Et peut-être, alors madame a discuté aussi à une époque de certains dispensaires, ça s'appelle maintenant des URPS, mais il y en a qu'un encore s'il est en Balagne. Non, les CPTS. Les URPS, c'est les unions de syndicats de médecins, voilà, c'est autre chose. C'est les CPTS, voilà. La CPTS, non, il y en a une en Balagne, mais la CPTS, oui, il y en a une seule, elle est en Balagne. Voilà. Et ça, je dirais, c'est la CPTS exemplaire, c'est la première, hein, et il y en a d'autres qui verront le jour. Qu'il y en a d'autres qui verront le jour. Mais tout à l'heure, quand je vous parlais des MSP, les MSP, si vous voulez, elles auront à peu près les mêmes compétences que les CPTS aussi. Donc, il y a des projets aussi, même sur le Cortenay. Donc, il y a des gens qui vont porter des projets, et puis voilà, puis ça va se faire. Et puis, je veux dire, on forme des gens aussi qui vont être des professionnels de la coordination, parce que là aussi, coordonner les soins. Par exemple, vous, avec votre pathologie, il n'y a pas une seule personne qui peut s'occuper de vous. Vous avez besoin de plusieurs personnes, plusieurs professionnels, pas toujours du soin d'ailleurs, peut-être des auxiliaires ou des auxiliaires de vie. Non, mais que des professionnels de santé. Oui, vous allez avoir besoin aussi de la MDPH, etc. Donc, voilà. Non seulement j'en ai besoin, mais j'y siège. Et pour parler de la MDPH, et comme il me semble qu'il y a des gens de la CPAM non, je me trompe. Non, ah dommage. On avait des questions. Donc je voulais dire qu'il serait bien que certains services soient un peu plus réactifs aux décisions qui sont prises en MDPH, et c'est bien dommage. Et bien justement, si vous voulez... Pardon, je finis, je reprends monsieur et après je me tais. Mais justement, ces structures coordonnées, je bavarde là-dessus, je suis intarissable. Ces structures coordonnées, c'est leur vocation, monsieur, c'est que ça aille mieux. Parce qu'on se rend compte que ça ne marche pas, hein, le compte n'y est pas. Voilà. Mais voilà. Par rapport au scanner de Corté, je vais vous dire une chose, scanner de Corté, il y a des gens qui ont témoigné, pendant qu'on se battait pour... avec le collectif Opéra Zalote et Piade Orientale, on est monté soutenir la revendication pour le scanner de Corté, ça fait au moins 3 ans. Alors là encore, on patine toujours sur les problèmes administratifs pour mettre dans une structure hospitalière où il y a des étudiants, où il y a un problème accidentogène terrible avec la montagne, avec la route, etc., qu'il n'y ait pas un scanner à Corté, c'est encore une faute grave de la part des responsables de l'État et des caisses d'assurance, parce que c'est pas normal qu'on ne mette pas un scanner sur place ici. La radio, maintenant, quand vous donnez les radios des poumons, ils vont faire un scanner des poumons, ils ne font plus de radio, les radiologues parlent la plupart du temps. N'est-ce pas, chef frère? Je dis, on fait de moins en moins de radios, pour beaucoup de scanners. Standard, normalement, devrait en faire presque plus. Voilà, donc maintenant le scanner accordé, c'est quelque chose qui devrait être mis en place depuis longtemps. Et voilà, bon, ça a pris du temps, j'ose espérer que le temps qui va arriver ne sera pas aussi long. Moi, ma question va être courte. En tant que patiente, bon, j'ai accompagné beaucoup de gens et tout, et quand je vois des médecins dans les hôpitaux, sans être raciste, hein, un peu jeunes et tout, et comme je me suis, bon, je pense que la formation pour être médecin, il faut au moins une dizaine d'années, tous ces médecins qui viennent d'ailleurs, des fois je suis presque à venir à me demander que pour me faire soigner ou faire soigner quelqu'un des miens, de leur demander est-ce que vous avez fait vos études en France ou ailleurs, ben, ça me fait un peu peur, voilà.
Ça ne fait pas. Ça, Vous avez peur des jeunes, hein, je comprends bien. Ça, c'est autre chose. Mais bon, les hôpitaux aujourd'hui, en général, sont confrontés à un problème de démographie médicale qui fait qu'il faut avoir des gens qui viennent travailler. En général, il y a quand même aussi des garanties sur la formation des gens qui viennent travailler dans les structures hospitalières. Bon, après, c'est toujours pareil. Hein, il y a des gens bien, des gens pas bien de partout. Ça, oui, de toute façon, bon, on paye en France la politique de santé qui est menée depuis 50 ans, pas d'aujourd'hui. Hein. Il ne s'agit même pas de mettre en cause le gouvernement actuel. La politique de santé qui est menée avec le Murus Clausus, où on a entendu des ministres qui l'ont appliquée de manière, je dirais, disciplinée, qui ont reconnu que c'était un gâchis humain. C'était une erreur fondamentale d'avoir empêché des jeunes d'arriver à faire des études de médecine normalement, sans passer par un concours, sur lequel d'ailleurs un certain nombre abandonnent. Hein, je crois que c'est 10 à 20% qui abandonnent au bout de 2 ou 3 ans. Hein, plus que ça. Bon. C'est une catastrophe. Et il y a des facultés, il y a des grandes universités comme Montpellier, Lyon, Paris, où les taux de réussite, si vous voulez, fourchettes, sont très hautes. Hein. Le premier, qui sont souvent c'est rarement déprimant d'ailleurs, ce sont des gens qui ont déjà doublé. Maintenant, ils ne pourront plus faire, on ne peut plus doubler en plus. Bon. Mais avant, ils pouvaient doubler, mais c'était souvent des bacs plus mention très bien au bac S. Et vous avez des gens qui avaient 13-14 de moyenne qui étaient recalés. Hein, donc je veux dire, c'est aberrant. C'est une politique aberrante. Après, on se trouve avec des zones abandonnées parce qu'il y a des jeunes qui pourraient faire leurs études et qui seraient de Corté ou d'ailleurs, ils ne peuvent pas s'installer, mais ils font autre chose. Hein. Voilà. C'est grave. Moi, je voudrais poser une question par rapport à une piste qu'a ouvert Laurent Papazian tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il disait qu'on pourrait avoir un rayonnement aussi au-delà du carcan administratif français. Il faut bien appeler les choses comme elles sont. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une technostructure administrative qui est en train de prendre, de capter un pouvoir au niveau décisionnel, au niveau médical. Parce qu'en France, c'est ça qui se passe aujourd'hui. On s'en est aperçu lors de cette crise, mais qui a été un accélérateur de beaucoup de choses. Mais on regarde dans les hôpitaux, bientôt il y a plus d'administratifs que de soignants. Hein. Donc, est-ce que, lorsqu'on va essayer de réorganiser les soins en Corse, ce ne sera pas le moment de donner aussi une autre inflexion, d'y va à modulo, de proposer des choses qui s'en servent, que ce soit un laboratoire d'expérimentation, enfin, comme ils veulent, mais que nous, on évalue nos besoins à partir de notre grille de lecture et pas de la leur, de ce que nous, on constate en tant que professionnels. Là, les acteurs de santé, qu'ils soient médecins, infirmiers ou autres, devraient avoir leur mot à dire, devraient être consultés, et qu'à partir de l'évaluation des besoins réels, on dise justement quelles sont les priorités, notamment dans la création d'un CHU, et comment on voit l'organisation des soins dans notre pays, une bonne fois pour toutes. Alors on a travaillé là-dessus, avec le Corsica Vintoun, avec un tas de documents, la Società Salud et tout, mais c'est quelque chose, je pense, qu'il faut faire passer dans l'opinion. Et surtout ne pas oublier que tout sera un combat, que sans combat, on n'obtiendra rien du tout. Et à partir de nos besoins, de l'évaluation de nos besoins et de ce qu'on pense, avec l'expertise bien sûr des acteurs de terrain, mais qui, pas seulement des acteurs de santé, parce que la santé, c'est pas seulement l'offre de soins, c'est pas seulement l'absence de maladie, c'est un bien-être global. Donc ça impacte un tas de choses dans la société. Donc il faut une réflexion globale, ça renvoie à une réflexion politique effectivement. Et par rapport à ce que disait Laurent tout à l'heure, il y a peut-être une dimension euro-méditerranéenne et un rayonnement euro-méditerranéen que pourrait avoir un pôle d'excellence en matière de formation universitaire, en matière de santé. Et la Corse, demain, peut avoir cette ambition-là aussi. Ou pas. Très bien. C'est innovant pour le moins. Hein. Si, nous donnons le micro. Oui, prends le micro. Aimé Gouzier. Écoutez, d'abord, moi, je voulais vous remercier pour la qualité de vos interventions. Vous remercier aussi pour votre engagement, quand même, pour le bien commun et pour la qualité de cette représentation à la tribune, parce qu'il y a des professionnels de santé, certains qui ont eu des responsabilités très hautes, d'autres qui en ont encore.
Il y a l'université, je pense que c'est ce qui doit être le moteur à un moment donné de la création d'un CHU et ce qui, d'un point de vue scientifique et technique, peut nous permettre de définir dans des discussions avec l'autorité de tutelle qui est l'État, qui est la seule compétente en termes de santé, d'avoir ce dont on a réellement besoin. Moi, je vais vous poser une question très simple. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes légitime pour mener ce combat, que vous êtes très certainement à la seule tribune à même à répondre à des arguments fallacieux que vous opposerez à une administration qui est payée pour essayer de faire des économies et surtout ne pas créer de nouveaux services. Donc, est-ce que vous comptez mettre en place une mobilisation populaire dans les semaines qui viennent? Et si oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Stéphane Sadana, s'il peut mobiliser la plaine orientale. On va compter sur toi également. Hein. Tu le sais. Non, certain qu'il faut donner une suite. Là, justement, on a été bloqué au départ par la crise sanitaire. On ne pouvait pas faire de réunions publiques, on ne pouvait pas faire de manifestations. Quand on a enclenché, on a créé le collectif et avec cette pétition, il aurait fallu, dans la foulée, organiser une manifestation ou des réunions publiques. On a été bloqué. Aujourd'hui, on relance ce problème qui est fondamental parce qu'on ne peut pas se contenter de simples discussions de couloirs ou des commissions comme ça, qui souvent n'aboutissent à rien. Donc je pense que c'est vrai qu'il va falloir amener le débat à un autre niveau. Il va falloir mobiliser les gens, faire des réunions publiques et peut-être arriver à des mobilisations plus importantes, c'est certain. Hein. Mais je crois qu'aujourd'hui, je suis très satisfait et je vous remercie de votre participation, de la qualité des interventions. Et ça montre que le problème, d'abord, globalement, je crois que il y a presque l'unanimité. Les gens sont parfaitement conscients de la nécessité de la création de cette structure administrative de la Corse, de la santé de la Corse, pour l'avenir de notre pays à tous les niveaux, hein, sanitaire, universitaire, économique, culturel, et même pour l'émancipation de notre jeunesse. Ce sont des portes ouvertes vers l'emploi qu'on ne peut même pas soupçonner hein, l'importance que ça peut avoir. Donc moi, je pense qu'on va continuer. J'ai pris contact donc, avec le conseil scientifique restreint et j'irai les voir certainement à Paris parce que après il va trouver peut-être des financements pour les faire venir. Donc là, il faudra peut-être demander, on verra après avec le trésorier si on peut avoir une adhésion financière pour pouvoir fonctionner. Hein. Pas pour moi personnellement, moi il faut aller à Paris, je vais à Paris par mes propres moyens. Mais s'il faut faire venir le conseiller scientifique ici, il faut prévoir des logistiques, d'accueil, etc. Donc il y a des coûts. Donc là, il faudra peut-être envisager une participation. Là, on fera un appel. À ce moment-là, on verra comment on peut agir dans la clarté, évidemment, la plus totale. Hein, voilà. Donc, moi, je pense que c'est là le mobiliser, pousser aussi l'exécutif hein, qui a engagé un certain nombre d'actions à aller plus loin, à nous rejoindre aussi, hein, pas à agir seul. Hein. Je pense que seuls, même les politiques qui ont je dirais, la possibilité de rencontrer les ministres, etc., s'ils ne vont pas dans ce sens-là, ils n'obtiendront rien. Hein. Ils n'obtiendront que des petits saupoudrages comme ça pour combler quelques trous. Voilà. Mais ce n'est pas comme ça qu'on pourra avancer. Voilà. Donc, il faut vraiment, vraiment trouver une motivation aussi à ce niveau-là. Voilà. OK.